Bonjour Diksha. Bonjour Manuel. Bon, je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien, ce petit entretien. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Oui, On s'est croisés la première fois à Auroville. tout Euh, à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'allais chercher des livres à Auroville dans la petite bookshop que j'adore. Freeland Bookshop. Ouais, Freeland Bookshop. Et puis on a discuté, on a sympathisé. Et ouais, il y a comme une évidence. Et puis je me suis dit, on se retrouvera un jour. Tu m'avais expliqué qu'à l'époque, bah, tu avais ton site et puis que tu sillonnais la France avec le film de Satprem pour faire Même découvrir un après-vente, peu. oui, oui. Et puis le plus petit film de Troller avec. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Et que Dans un car, ouais, avec. Ouais. et Non, puis bah, je me suis dit peut-être qu'on se retrouvera en France. Et il a fallu peut-être une bonne dizaine d'années, je crois, pour se retrouver Mhm. par hasard dans le sud de la France lors d'une rencontre. Oui. Et j'étais vraiment enchanté de te retrouver. Et puis bah voilà, maintenant on se croise de temps en temps. Et puis bah, on avait prévu de faire justement l'année dernière, quand on s'est rencontrés, faire une petite vidéo d'entretien. Puis ça fait son chemin. Toi, tu as fait plein de vidéos avec Marie, euh, des super vidéos que je conseille d'aller regarder. Et puis bah voilà, on s'est enfin calé un moment aujourd'hui. Ah Et oui, merci Nice, oui, avant que je bouge encore par-ci par-là. Ouais. donc voilà, donc les entretiens, je rappelle un petit peu le principe, c'est montrer la diversité des chemins de vie pour arriver au yoga intégral, qu'il n'y a pas une manière d'appréhender le yoga intégral, il y a une manière par individu. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ces entretiens, c'est de voir toutes les manières de découvrir ce yoga et de le vivre. Et donc voilà un peu le processus de ces entretiens, avec une toute première question qui est, avant de découvrir le yoga intégral, est-ce que tu avais une spiritualité? Ah, pas à proprement parler. En fait, non, vraiment la première démarche spirituelle dans laquelle je me suis vraiment plongé corps et âme, c'est quand j'ai rencontré l'œuvre de Shromindo Mersat Prem. Alors, comment j'ai rencontré cette œuvre? Parce qu'on pourrait dire, bah, c'est un enchaînement de circonstances, mais on pourrait dire, ça a commencé quand cet enchaînement de circonstances qui t'a amené à rencontrer. Ah, C'est il y a ça, pas de parce que souci, ça a commencé là, et pour que ça commence là, il fallait que je sois là. Donc, c'est intéressant de voir. On va dire que dans cette existence, précisément, quand j'étais enfant, je me baladais pas mal hors du corps, tu vois. Je faisais ça, on fait tout ça quand on est gamin, et puis on se dit, bon, bah ouais, c'est normal, ils font tout ça les autres. Après, on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas, où on s'en souvient pas, en fait, parce que tout le monde le fait. Et je me baladais, bon, j'avais l'habitude, tu vois. Et un jour, quand j'étais gamin, quoi, j'avais 7 8 ans, c'était un peu comme d'hab, on me baladait. Et là, sauf qu'en me baladant, ben, je me retrouve dans une scène, c'est pas vraiment ce que je cherchais, c'est un enterrement, tu vois. Et la scène de l'enterrement, je me suis dit, oh, c'est intéressant, je regarde, j'observe. Moi, ça me touchait pas trop, donc je restais là tranquille, j'étais pas trop affecté. Et je regardais d'en haut, puis je me dis, mais c'est bizarre, non, je reconnais des gens et tout. Et puis quand même, je reconnaissais des membres de ma famille, tu vois. Je me suis dit, oh, ils sont en enterrement dans la famille. Bon, ok, d'accord, on n'a jamais vu d'enterrement. En fait, je suis jamais allé à l'enterrement. C'est le seul enterrement que je suis allé, c'est celui-là. Euh, Et donc, je regarde de plus près et je vois, ouais, bon, ils étaient tous assez tristes. Et puis, il y avait cet enterrement, c'était un peu noir. Et puis, il y avait cette vibration autour, tu sais, au-dessus, comme une espèce de dôme. On peut pas rentrer là, c'est un peu hermétique, une espèce de cloche. Bon, je regarde, puis je m'approche et puis je les reconnais, mais j'y vois, moi, ils sont tous là, petits frères et sœurs, là. Et puis, moi, j'étais pas là. Et je dis, tiens, c'est bizarre, ça, je suis pas là. Et on me dit, bah oui, bah, c'est toi qui es enterré là. Puis je te fais, c'est symbolique tout ça, hein. Et ah oui, et donc, comment ça, on enterrer, c'est pas possible, puisque moi je suis tranquille là, et puis c'est un rêve, enfin j'en sais rien, tout ça. Et en fait, d'un seul coup, ça m'a fait culbuter, je me suis trouvé dans la position, oui, c'est bien toi qu'on enterre, et là, pour me montrer que c'était c'était réel, je me suis retrouvé comme ça, c'est genre sarcophage, ok?
Je pouvais pas bouger, j'avais les mains comme ça, je pouvais pas bouger. Et j'étais bien au fond d'un trou, puisque je voyais bien par le trou, moi, dans mon trou, je voyais le ciel. Pendant que les autres, depuis ça, ils regardaient dans le trou. Et j'étais au fond et je me suis dit, mais enfin, je n'ai pas crié, pas bougé, rien. Donc, j'ai compris très vite que c'était pas la peine d'essayer de me manifester. J'étais pas mort, en fait. Tu vois. Et du coup, j'étais là, j'ai dit, ouais, mais en fait, je suis pas mort parce qu'on peut pas mourir, on meurt pas. Et en même temps, là, on est quand même en train de, de mettre quelque chose fermé complètement. Tu vois, il ne pourra pas sortir le corps, lui. Du coup, d'un seul coup, ben, je vois qu'au moment, ça se referme tout sur moi, en fait. Et l'image, elle se referme tout sur moi, comme ça. Noir, plus de son. Plus... Et là, bon, je me réveille. Ouf. Et tu vois, ça, soit tu fais un cauchemar, soit tu fais un rêve, mais là, tu as un mélange des deux. C'est-à-dire que, waouh, j'étais en rêve bien. Et là, il y avait ce truc de corps. Bon, je n'ai pas bien compris à quoi ça servait, ça ne m'a pas travaillé. Et puis, c'est revenu. Tu vois, c'est revenu plusieurs fois, comme ça. Ah, tu veux dire que tu as refait le rêve, ce même rêve-là? Intéressant, d'un rêve récurrent. Donc, c'était un rêve initiatique qui voulait t'apprendre quelque chose, ou te faire comprendre quelque chose. Et je n'ai pas compris tout de suite, tu sais, 8 ans, puis 1 an, 2 ans, rien, puis ça revient encore à certains stades de ma vie, tu vois, ça revient en suivant la croissance, on pourrait dire. Et puis un jour, vers 14 ans, 15 ans, bon, hop, ça, j'ai pu comprendre. Ah oui, parce que ouais, le corps, la mort, l'esprit, la conscience, enfin, des trucs comme ça, c'était un peu nébuleux, on Tu va dire. n'avais pas de lecture, tu n'avais Rien pas de... du tout, du tout, du tout, du tout. Seulement les expériences que j'avais de sortir du corps et puis de me balader, mais c'était comme tu sais que mère elle avait parlé de 2 sœurs qui avaient des expériences, ça ne te rend pas plus spirituel pour un rond, forcément. Hein. C'est très bien d'avoir une habilité naturelle, mais en fait, c'est pas une habilité naturelle, c'est ce qu'on fait tous là. Moi, je m'en souvenais bien, c'est tout, quoi, quand je me réveillais le matin. Et puis, j'ai rien cherché à savoir jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et une fois, j'étais chez mes parents, et puis d'un coup, il y avait un documentaire, je sais pas, à la télé. Et là, on était en plein sur les Ghats de Bénarès. Un documentaire, tu vois. Et moi, j'étais en train de faire autre chose. Et là, quand je suis passé, j'ai regardé l'écran, il y a un truc qui m'a fait comme une réminiscence, un truc. D'un seul coup, ça a fait arrêt sur image. Oh! Et puis, je me dis, j'irai là. Et puis, je connais ça. Et puis, j'irai là. Mais c'était tout. Et puis, je peux te dire, après, tu pourrais penser, après, ouais, je vais aller en Inde dès que je peux. Non, en fait, j'ai complètement oublié. Et après, je suis rentré dans la période adolescence, musique hardcore, et puis tout ce qui va avec. Et puis, je ne m'intéressais pas du tout à quoi que ce soit, tu vois, jusqu'à l'âge de, je sais pas, 22 ans, 23 ans. Et puis là, j'ai commencé à faire des tas d'expériences, à m'intéresser à tout ce que tu pouvais prendre pour avoir des expériences. D'accord, ouais, ouais. Oui, Période parce de... que d'un seul coup, il y a eu un manque, il y avait un réveil. Je me suis dit, mais il y avait quelque chose que j'avais l'impression d'avoir perdu, il y a quelque chose. Et je connaissais rien, j'avais rien lu, tu vois. Mais J'avais tu lu un avais eu des bouquin, expériences. ouais, j'avais plus les expériences d'enfance. Tu sais, avec l'adolescence, j'avais perdu une certaine innocence, j'avais plus les expériences d'enfance. Donc, j'avais plus les sorties, je pouvais plus avoir les rêves et tout ça, bon. Mais toujours, je me souvenais toujours de mes rêves, toujours comme aujourd'hui, tu vois, un peu pas mal. Mais, et je me suis dit, ouais, il n'y a pas de méthode. Et puis j'avais lu un bouquin, L'Homme sans grand pas. Tout le Oui, monde doit connaître l'Homme je les sans connais. grand pas. Je me suis dit, c'est un fumiste, lui, peut-être. Il raconte des tas de trucs. À l'époque, c'était censé être enfin bref, il y en a qui disaient que c'était vrai, d'autres qui disaient que c'était. Mais en même temps, même qu'en n'étant pas vrai, tu dis, mais en même temps, tout ça, ça t'apprend plein de choses finalement. Et là, j'ai commencé à être prudent. À l'époque, je me disais, ouais, mais le gars, en fait, il y a le personnage. Puis des fois, à travers lui, bah, tu apprends des trucs. Puis après, j'ai corroboré avec des vraies choses, des Tibétains, mais après, je ne m'intéressais pas vraiment. Donc, j'ai voulu faire des expériences chamaniques à ma sauce à moi, des champignons, des tas de trucs. Et là, ça m'a ramené des flots d'expérience, tu vois. Plein de flots d'expérience, lumière, des choses. Et le rêve, encore une fois, le rêve de l'enfance, je me dis, waouh, Ah, c'est ça revenu. a reprovoqué ça. Et donc, je me rappelle pour la première fois, ça fait longtemps que j'avais oublié ça, je me rappelle en reparlant maintenant. Là. Et ça m'est revenu, et là, j'ai compris toute la signification, en fait, que c'était pas tout.
ce qui avait été fait spirituellement, que c'était pas fini, qu'il n'y avait pas la conscience, tout ça c'est bien, mais il y avait toujours le truc du corps. Et donc après, j'ai étudié toutes les spiritualités que je pouvais Ah, étudier. c'est à partir de là, tu avais quoi, 24 ans, 23 ans? Ouais, c'était en 22, 20, D'accord. 21, 22. Et Après donc les là, à partir de là, tu as commencé à vouloir comprendre, chercher et lire j'ai des cherché, livres alors? là j'ai lu tout parce que je me suis dit, bon, le rêve il est revenu, tac, tac, tac. Mais alors, il faut vérifier s'il n'y en a pas un qui parle de trucs, enfin, de choses qui font qu'on, avec le corps, la vie, la vie, quoi. Donc j'ai regardé pour savoir s'il y en avait qui en parlaient, mais j'ai trouvé personne. Ah, le tantrisme et tout ça, ils font un peu des trucs, mais c'est pour entretenir le véhicule. Oui, Avec le véhicule, tu continues d'aller le plus loin possible, mais c'est pas le but. C'est le véhicule de le transformer, c'est que tu t'en débarrasses, mais pour t'emmener le plus loin possible, c'est tout. Avoir le hatha yoga, tout ce qu'il faut, Kundalini, et puis être en super santé, tu dis 120 ans dans le corps, ça permet de, voilà, de faire plus de choses, d'évoluer plus longtemps tant que tu es incarné, parce qu'après j'ai appris que tu peux pas évoluer entre deux plans d'incarnation, tu évolues quand tu es incarné, avec l'être psychique, comme Schroeder l'ont expliqué. Et donc, quand j'ai cherché, puis un jour, je sortais d'une énième librairie, là, euh, et là, je tombe sur un gars que j'avais vu une fois balader comme ça. Je ne connaissais pas du tout, hein, il était un peu étrange, euh, vagabond, quelque chose. Et lui, il me fait signe comme ça de voir, de venir. Je dis, bon, on s'approche. Et il me dit, toi, tu cherches quelque chose, hein, tu n'as pas trouvé, mais tu cherches. Tu cherches. Je dis, ouais, ça, je lui dis, ça se voit tant que ça. Il me dit, je sais pas. Et puis, il me sort un bouquin. Je me rappelle, il avait des bottes comme ça, puis il avait un petit bouquin de poche qui sort de sa botte comme ça. Il me le tend. Et c'était des collections Albin Michel, La vie divine en 3 tomes, Jean Herbert. Ton mère, après, l'a dit plus tard, c'est une traduction, bon, c'est pas terrible, mais il me donne ça, le gars. Il me dit, tiens, tu vas voir, c'est bien là. Tu as toutes les questions et tout, il y a tout ce qu'il faut, même plus. Tu peux aller aussi loin que tu veux. Puis il s'en va comme ça. Bon. Et je me dis, je le connais, j'ai déjà vu quelque part, mais en même temps, je ne savais pas où. Je croyais l'avoir rencontré et je ne savais pas où. Bon, bref, il est parti, le gars. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai commencé à lire le bouquin. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien du tout. Au ouais, bout de 3 pages, au bout de 3 pages, ça saturait. Trop d'informations, trop dense, mais un intérêt qui était quand même suscité. Éveillé, dire, oh là là, mais il y a quelque chose de complètement différent là. Puis surtout, là, dans la vie divine, très rapidement, dans le premier, il dit l'homme est un être de transition, il n'est pas le sommet final de l'évolution et tout. Je dis, ah là là, c'est la première fois que j'entends un truc, que je vois un truc pareil, quelqu'un qui se préoccupe d'une transformation en restant dans le corps physique. ouais, ça t'a parlé tout de suite, quoi. Ah ouais, du coup, je dis, bon, il faut quand même s'accrocher, mais bon, pendant un an, je n'ai pas pu lire le premier tome. Je n'ai pas réussi à le lire. Et j'ai continué à faire mes petites expériences chamaniques. Et puis un jour, parmi d'autres, il y a une expérience un peu plus décisive. Et là, je me suis dit, bon, je vais retrouver les trois autres tomes, parce que c'était en 4 tomes, je crois, 3 ou 4. Ouais, je crois qu'il y avait 4 tomes, ouais. Ouais. J'ai trouvé les trois comme ça, chez un libraire, les trois vrac en promo, sauf le numéro un. Ah, je me dis, bah oui, j'ai le numéro un, donc 2, 3, 4. Donc c'était bien. Je me suis dit, bon, là, ça se passe comme ça, il y a comme quelque chose. Et là, j'ai lu un 2, 3, 4 et là, j'ai salué toute la suite sans s'arrêter, quoi. Bon, après, plus tard, j'ai relu la vie divine traduite par Christophe et tout ça, c'était quand même autre Oui, chose. Puis après, je lis l'original en anglais maintenant pour avoir la vibration. C'est pour ça que complètement. quand j'étais à l'école, j'avais intuitivement, je ne bossais pas trop, tu vois, je me fichais un peu de l'école, je ne bossais pas trop. Et il y avait quelque chose qui me disait l'anglais, 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 l'anglais. Il faut que tu sois Ah, à fond bon là-dedans. Et, ouais, et ça m'a servi. Et le reste, les mathématiques, je savais, non, c'est bon, ça ne servira à rien intuitivement. Tu n'investis pas trop là-dedans, le français, l'anglais. Et du coup, bah, j'ai compris. Pour les voyages, l'Inde, Auroville, tout ça, vivre à Auroville pendant 20 ans, parce que je vais un peu plus loin là, j'ai vécu Auroville 20 ans, donc ouais, je te ramène un petit peu là maintenant, là où tu et, euh, et après pouvoir lire sur Miton dans l'original. Donc après, quand j'ai commencé à lire ça, ben, j'ai pu arrêter jusqu'à aujourd'hui. Je es. Eh continue. oui.
Oui, Ah, tu veux dire qu'à partir de La vie divine, ce premier tome et les autres, après tu as su qui était Sri Aurobindo et tu as cherché les livres de Sri Aurobindo, quoi. oui, mais il parlait de la merde, genre. Il parlait comment ça. J'ai compris, puis il parle de merde. Du coup, je cherche les livres de merde. Et oui. Et dans le par l'agenda. Et dans l'agenda, il parle de Satprem. Du coup, je cherche les livres de Satprem, tu vois. Et ainsi de suite. Mais en fait, tu es arrivé oui, parce que la deuxième question qui vient normalement, c'est comment tu as rencontré le yoga intégral. Donc, c'est par La vie divine et par Sri Aurobindo. Ouais, ouais, c'est ma première lecture, ça c'est sûr. La première, ça n'a pas trop, tu sais, comme je te dis, ça n'a pas trop rentré, quoi. Mais après, c'est venu. Mais j'ai recommencé quelque chose de plus la base, tu vois. J'ai repris les trucs, les petits bouquins, les bases du yoga. Quand je suis arrivé à l'ashram, j'ai Bien dit, sûr. bon, Mais, parce que, voilà. mais du coup, tu n'as jamais recroisé la personne qui t'a donné ce premier livre. Oh non, disparu, j'ai jamais revu. Tu n'as jamais su qui c'était. Ça arrive de temps en temps, on connaît ce genre d'histoire, hein. Bon. Surtout qu'il m'a filé le premier, et puis qu'après, j'ai trouvé les trois autres, mais bradés pour un prix à l'époque. 30 francs, tu vois, les trois, ou je sais pas, 20 francs les trois autres. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas juste pour le libraire, comme ça, je lui ai demandé, alors que putain, dirait à quoi ça sert de lui demander si tu as déjà le 1. Mais je lui ai dit, vous n'avez pas le numéro 1 parce qu'il n'y a que le 2, 3, 4. Il me dit non, le numéro 1, je n'ai pas, mais c'est ça. Et donc, à partir de là, tu commences à lire les livres de Sri Aurobindo et tu as trouvé ton chemin, quoi, en fait, à partir de là, quoi. Ouais, ce qui était accessible en France dans une librairie où j'habitais à l'époque, côté de Reims. Et il y avait une librairie qui s'appelait Librairie du Nouveau Monde. Et donc, la dame, elle était particulièrement touchée par Shromindo Mersatprem, donc elle donnait la priorité à des ouvrages de Shromindo Mersatprem dans sa petite librairie. Il y avait la moitié, c'était ça. Alors que tu vas dans des librairies encore aujourd'hui pour trouver un bouquin de Shromindo. Mais elle, non. Je me souviendrai toujours, cette librairie, à l'époque, dans une petite rue à Reims, près de la cathédrale de Reims, et elle avait des agendas, je me rappelle, le premier que j'ai acheté après, c'était les aphorismes de Shromindo expliqués, commentés par mère. Ouais, C'est ça qui était génial. ouais, Et c'est puis, super. après, paf, un premier agenda, tu vois. Et après, j'ai dû aller à la Procure à Paris, dans le quartier Saint-Sulpice, excellent endroit. Eux, Oui. ils avaient tous les tomes, donc je me suis acheté tout le restant des tomes de l'agenda. Ouais, Donc, ouais, ouais. il y a- Mais je les ai laissés après, quand je suis parti à Auroville, j'ai trouvé quelqu'un. Je il y les ai avait la transmis petite, à quelqu'un. il y avait aussi la petite librairie en face de Notre-Dame, qui existe toujours d'ailleurs. Oui, 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 oui. Je pense qu'on est, J'ai on dû est, la on faire est- aussi, celle-là, parce que je suis allé là-bas avec une valise, tu vois, ouais. Vide. J'ai ramené, je ne sais plus combien de kilos de livres. Et Ah, puis bah, il y a eu aussi Tapovan à un moment donné. Je pense que tu connais oui, Tapovan. oui, oui, aussi, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, tout ça, ça fait partie de. Waouh. Et puis, Bah, bah, avant, je portais à Robin, tu vois, c'est une nostalgie un peu là. ouais, oui, oui, oui. Puis il y a eu aussi l'Institut de recherche évolutive qui était à côté de Bastille, rue des Templiers, je crois, un truc comme ça. Ouais, quand j'étais pas trop parisien, je connaissais pas, mais je sais qu'il y avait l'Institut de recherche évolutive et puis il y avait en même temps l'agenda, aussi Ouais. l'Institut. Agenda international France et Euroville International France. Ah oui, l'agenda international France. C'est pas par eux. Ah non, je sais plus. Tu sais, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Sri Aurobindo ou l'avenir de la Révolution française, quelque chose comme ça. Oui, à l'avenir de la Révolution française, c'est un collectif, mais je crois que c'est la presse, Euroville Presse, qui l'a écrit à Euroville, qui l'a fait. D'accord. Mais il y avait aussi Hors des ruines de l'Est, India's Rebirth, la renaissance de l'Inde. Donc c'est un peu les mêmes gens, je crois, qui étaient à Paris avant aussi. Mais il y avait AIF pour Agenda International France, et il y avait Auroville AIF pour Auroville, et ils se faisaient un petit peu tu vois, il y avait un petit peu comme du rentre dedans un peu, chacun défendait un peu, alors c'était un peu l'agenda international, pur agenda, l'Euroville, ils faisaient un petit peu leur truc à part. Bon. Tu vois que C'était rue Caille. Ils étaient un peu à Paris, rue de l'Observatoire, un truc comme ça. Ils ont changé deux fois. Puis les autres, ils étaient rue Caille, qui est pas loin. Et des fois, ils faisaient une journée porte ouverte au Ville International France. Et les autres, ils faisaient une journée internationale au Ville International France. L'autre, journée porte ouverte, tu vois. Bref, c'est une anecdote. Mais j'ai oui. été voir un peu, et puis, ouais, c'était sympa. Et donc voilà, tu es dans le yoga intégral, donc tu as trouvé t'as trouvé les livres, et donc est-ce que tu commences à partir de ce moment-là à explorer la pratique de ce yoga? Ah oui, oui, bah là, tu sais, ça n'a pas traîné, hein, puisque
J'ai découvert ça en 80, fin 90 et décembre 92, boum, Taroville. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, Mais non, mais, qu'est-ce qui te fait partir à Auroville alors? eh ben, je lis l'agenda. Je commence à lire l'agenda d'un certain avec Satprem. Donc, je lis les bouquins de Satprem en même temps, l'aventure de la conscience, puis je continue l'agenda. Et dans l'agenda, ben, j'entends parler d'Auroville, tu vois, de fil en aiguille, tout ça. Ah ben, je dis oui, c'est bien ça. Mais en même temps, moi, au début, je voulais aller à l'ashram. Là, je voulais vraiment un truc, pas de monastère, mais des conditions matérielles, tu sais, vraiment hyper dépouillées, strictement réservées pour ça. Parce que je me dis, oui, c'est ça qu'il faut. C'était une évidence, tu vois. Donc, j'avais déjà liquidé, j'étais dans un tout petit studio sous les toits, là, minimaliste, en attendant de partir. Et je suis parti avec un aller simple. J'étais, j'étais jamais allé en Inde. Ouais, en fait, t'as trouvé ton truc. En fait, tu fais pas les choses à moitié en général. Non, 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 non. C'est vrai que ouais, je me trouve assez radical en général, mais là, quand c'était vraiment. Puis bon, j'ai eu des expériences, je veux dire, pendant que je lisais l'agenda et tout, les rêves et tout ça. Et puis, il y a eu ce rêve de trucs pour le corps. Je me dis, il y a vraiment une destinée, quelque chose là. Ben, bref, Shrundo, il parle de l'homme éternel de transition. Même j'avais commencé à lire un peu Savitri. Et Nair avait traduit le passage de Savitri. Dans un passage, il y avait même le corps se souviendra de Dieu, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc. Et puis, tu sais, tu avais cette vibration, ça faisait des bouffées un peu euphorisantes. Les rêves et tout. Je me dis, bon, non, ben, tu avais l'impression quelque chose qui te tire. Je dis, bon, faut pas trop résister. Et donc, en fait, j'étais jamais allé en Inde, jamais allé à Auroville, ni rien. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone portable. Il n'y avait rien qu'un numéro de fax du CSR, le Centre de recherche scientifique d'Auroville. Et il y avait une guest house Charngar, tu vois. Et donc, je suis envoyé un fax en disant, bon, voilà, il me reste 8000 balles, j'ai un sac à dos, je vais prendre un aller simple et j'arrive. Je connaissais rien, je savais rien, tu vois. La grande aventure. Et je vais à Paris, je dis, bon, je vais aller à Paris, je vais me chercher un visa pour l'Inde quand même, parce que je savais quand même qu'il fallait un visa pour aller en Inde, je ne pouvais pas débarquer comme ça. Et puis, quand je marchais dans la rue, en face de moi, dans un arrondissement de Paris, je vais voir les beaux bâtiments, je me balade, j'avais le temps. Il y a une femme qui arrive à l'autre bout du trottoir, pardon, avec une grande robe violette. Je la repère, elle a une grande robe violette, tu sais, comme Max Théon, j'en sais rien. Bon, elle a une grande robe violette, puis elle avait un symbole en or qui pendait comme ça de loin, je voyais ça. Puis plus elle se rapproche, plus je vois, puis elle me regardait, puis je la regardais dans les yeux, puis il n'y avait plus rien entre les deux, on se rapprochait, et elle avait un symbole de mer, un grand symbole de mer en or qui pendait. Je dis, Ah, waouh! carrément. Elle avait un symbole de mer, elle s'appelait Ellie, maintenant elle a quitté son corps, mais c'est une femme géniale. Et elle s'approche, puis elle me regarde, puis moi je la regarde, puis je dis, mais vous portez le symbole de mer? Elle me dit oui. C'est Ben, en quand fait, même, je vais partir à Auroville. c'est quand Bon, même pas courant parce que même maintenant que c'est connu un peu, mais on croise jamais quelqu'un qui a un symbole de mer. C'est presque alors, peut-être, impossible. tu vois, elle était sortie de sa voiture il n'y a pas loin, du métro, j'en sais rien. Mais elle le portait vraiment dessus. Et puis après, j'ai lu plus tard dans l'agenda, mais elle disait qu'avec son symbole, tu sais, Pedro, le gars du Vatican, dans l'agenda, a dit qu'au Vatican, il fallait qu'il le porte visible, alors que lui, c'est un peu occulte. Bref, elle était là-dedans. Et elle me dit, bah, ça t'intéresse? Je vais à une réunion d'Euroville International France juste au-dessus, là. J'ai Alain Grandcola qui s'occupait d'Euroville International France à l'époque. Notre adresse. Il y avait un siège chez lui. Ben oui, tu vas rencontrer des Eurovilliens. Et donc, je monte et je tombe dans une réunion d'Euroville International France qui était programmée et moi, je passe. Je me suis dit, voilà, Si, là, tu te dis, ce genre de truc, il ne faut pas résister. si ça, Ça va c'est pas avoir des conséquences si des tu vas gros être. signes, Ah oui, c'est parce que tu devais être un petit peu quand même et avoir une bonne couche, tu vois. Il fallait des choses qui soient vraiment flagrantes. Après, les signes, maintenant, ils ont pas besoin d'être aussi forts, mais à l'époque, il fallait que oui, oui, si on ne fait pas ça, il ne va pas le faire. Donc, je, j'y étais, et c'était vers la fin de l'année. Et j'ai rencontré Gilles et Vanny, deux Aurovilliens, Satyakan Devasmita, des anciens ashramites qui sont à Auroville, et Lee, puis d'autres, Garlin Grand-Cola, des gens comme ça. Et bah, j'ai eu une super réunion, et je me dis, ben, moi, je vais à Auroville, ça y est. Il dit, oui, mais non, en fait. Ben non, ben, il faut une lettre.
Ah bon, il faut une lettre de recommandation. Ah, mais j'ai rien, moi, j'ai pris un habit aller simple. Alors, tu veux dire qu'à l'époque, il fallait une lettre de recommandation pour aller à Auroville? Mais il faut toujours une lettre de recommandation. C'est-à-dire que quand tu viens à Auroville, aujourd'hui, par exemple, tu viens à Auroville, je ne sais plus comment c'est, mais il n'y a pas si longtemps, tu vas 3 mois guest, tu faisais une première séjour en tant que guest, tu faisais des liens, Ah des oui, mais contacts, alors, et tu tu es rentres en train de dire que là, tu voulais y aller pour y habiter? direct. Oui, d'accord. Tu étais pas en touriste du tout, quoi. Oui, oui. Oui, enfin, je me dis, je n'ai même pas précisé, tu vois, je partais avec le sac à dos pour direct vivre oui, pas revenir. Un aller simple, pas de OK, je retour. comprends mieux là. Je n'avais pas conçu de retour, tu vois. Et, euh, et je pars là-bas et je me dis, mais non, 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 il faut une lettre de recommandation. Et maintenant, 3 mois, tu rentres. Et avec cette lettre de recommandation, tu vas à l'ambassade pour avoir un visa spécial d'entrée d'1 an. Mais il me dit, mais si tu veux, on va discuter à la fin de la réunion parce qu'en fait, jusqu'au 31 décembre, et c'était le 1er décembre, tu vois, le 2 décembre, jusqu'au 31 décembre, on est encore dans l'ancien truc, ça va changer au 1er janvier 93. Les lettres, elles seront issues que d'Euroville, mais nous, on peut encore en faire une d'ici. Donc, on a discuté et à la fin, ils m'ont fait une lettre, dit, mais t'as lu quoi, machin, enfin bref. Oh, j'ai lu, enfin, ils ont senti que non, c'était bon, il fallait me donner une lettre. Et ils m'ont fait une lettre eux-mêmes, sur place, la lettre de recommandation officielle d'Euroville qui pouvait encore délivrer jusqu'au 31 décembre. Après, ça a fini, c'était que d'Euroville. Donc, c'est probablement la dernière, pratiquement, j'ai eu. Et avec ça, j'ai pu aller à l'ambassade et avoir déjà un visa direct, sans Ton avoir visa, séjourné. d'1 an, quoi. Mais Ouais. enfin, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Tu sais, on se connaît un petit peu, tu suis le chemin depuis de nombreuses années. On sait que tous ces événements, c'est organisé, préparé par la mère et que c'est au millimètre près à la perfection. Ah Mais oui, oui, oui. là, tu vois, tu parles de ça et moi, j'écoute ça et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Tu connais pas Auroville, tu connais rien, personne là-bas. Ni malade, ni Euroville, personne. Tu Non. te serais présenté en partant, on t'aurait dit, bah non, tu peux pas vivre ici, il te faut une lettre de recommandation. Tu rencontres une femme par hasard dans la rue avec un gros symbole pour te dire, oh, viens me voir. Et tu te retrouves avec des gens qui te font une lettre pour pouvoir aller vivre là-bas et ce qui t'a permis de vivre là-bas, quoi. Ah bah oui, parce que je suis resté à Paris, du coup. Je suis pas rentré chez moi, j'avais mon sac à dos, j'avais tout. Et puis du coup, bah, j'ai pu aller à l'ambassade direct, j'ai demandé mon visa d'1 an, entry visa, j'ai eu, puis j'ai pris un aller simple. Et j'ai envoyé un fax. J'ai trouvé un endroit, je me suis dit, où est-ce qu'on peut envoyer un fax à Auroville, au centre de recherche scientifique, qui était le seul qui avait quelque chose. C'était l'époque où il y avait encore les STD, ISD, les cabines téléphoniques pour téléphoner, on dit chérie aussi. Et du coup, j'envoie un fax. Je lui dis, bon, voilà, j'ai tant, paf, 8000 francs à l'époque. 8000 francs, sac à dos, j'arrive. Et puis de toute façon, s'il n'y a pas d'endroit pour dormir, c'est pas, je m'en fous, j'irai sur un toit. De toute façon, il fait chaud, je m'en fous. J'achèterai une natte et je dormirai sur le toit. Et puis, hop, je commencerai à travailler quand j'arrive et tout. Et puis, de fil en aiguille, forcément, il y aura quelque chose. C'était, il n'y avait même pas, il y avait c'est qu'une seule possibilité. Il n'y avait pas de dualité à ce moment-là, tu veux dire. Entre ce qui C'était une était possible évidence. et pas possible, ça ne va pas sa place, là, le débat. C'était une évidence. C'est vrai que si ça se passe comme ça, je vois pas pourquoi ça va s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que tu mets un franc et puis à chaque fois, tu as un truc qui sort dans les machines. C'est non, tu sens, tu es porté comme ça, tu as les pieds qui touchent pas terre des fois. Et quand je suis parti, j'ai pris l'avion. Et donc, au dernier moment, j'ai reçu une lettre parce que c'était adressé, tu sais, à Auroville, la réponse. Alors, ça a été vite, plutôt que d'envoyer chez moi. Donc, je suis repassé au local d'Euroville et ils ont reçu une réponse. J'ai dit, de toute façon, je n'ai pas de réponse. Je les avertis, moi, que je viens. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent c'est OK. Mais j'ai reçu une petite lettre écrite. Et à l'époque, c'était Bernard Borg, qui est plus dans son corps maintenant, et Sigrid, qui avait la guest house de Sharngar Guest House. Il me dit, oh, ben, tu auras un peu mieux qu'un toit à ton arrivée. On te réserve une petite chambre et tout, sympa. Et du coup, je suis arrivé à Sharngar Guest House. Voilà. Et en Là, partant, il y a eu ce rêve la veille de mon départ, avant que j'ai campé, je dormais à l'aéroport. Dans l'aéroport, j'ai fait un rêve. On prenait l'avion et l'avion, il n'arrivait pas à décoller. Tu sais, il prend de la vitesse et c'est comme s'il devait sortir d'une espèce de grue là, du sol et qu'il fallait qu'il mette tellement de puissance pour s'arracher l'atmosphère que c'était pas sûr qu'il allait y arriver.
Et là, d'un seul coup, je me trouve dans l'air, être concentré, concentré. Ah non, 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 il n'y a pas du tout. C'est... Et l'avion, il tire, et puis d'un seul coup, piou, ça lâche, et il part comme ça, et voilà, on part. C'était l'Inde. Alors, j'ai pas vu l'atterrissage, mais normal, j'ai pris l'avion, et ça s'est bien passé. Il a décollé, et on est arrivé en Inde tranquille. Et là, c'était le début de l'aventure Auroville qui aura duré pratiquement 20 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, de décembre 92 à mai 2012. Eh oui, eh oui. C'est un grand pan parce que là, ça va avoir une grande incidence, je présume, sur la suite, quoi, Ah de ouais. vivre. Et tellement j'étais branché au départ, enfin, j'étais dans le truc au départ, je suis resté 7 ans. 7 ans, je suis pas reparti. La famille, il n'y avait plus de nouvelles, ils n'ont rien, ils se demandaient Ah ce ouais, qui se carrément. passait. Pas trop, mais une fois, ils m'ont demandé, parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'est vrai qu'il y avait la poste, le bureau de poste indien, les timbres et tout, tchoum, la colle, machin. Rien à voir hein, comme maintenant, tu vois, on n'a pas d'internet ni rien. Et donc, il fallait envoyer des trucs à la poste, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Coup de téléphone, bon, ben, j'avais pas le sou, trop, bon. Et j'envoyais une carte postale de temps en temps. Et c'était toujours la même carte postale avec une photo d'un sadou qui posait là, un peu folklore, avec des pièces collées sur son trident. Et c'était marqué «Je vais bien» derrière. Et c'est tout. C'était un peu rude hein, quand même. Pendant 7 ans, ils se sont demandé, mais bon. Mais alors, du coup, ce qui me vient comme question, c'est dans ton cheminement, pour toi, Auroville, c'était vraiment la pratique du yoga intégral. Ah oui, 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 c'était. Tu vois, essentiellement, pour te dire, c'était en fait avant tout Sri Aurobindo, mère, et Satprem. L'action, que j'appelle toujours, moi, l'action évolutive de Sri Aurobindo, mère Satprem. D'abord ça. Et Auroville, c'était le lieu où je pouvais vivre ça. Tu Et vois, je oui, faisais parce que ça pour vivre, juste vivre à Auroville. Je voulais aller à l'ashram au départ. Après, comme, entre-temps, j'ai fini l'agenda, tu vois, je suis arrivé au numéro 13. Je dis, ah non, 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 ça va pas, non, l'ashram, c'est pas là que ça doit se passer, la suite. Ah, je vais pas à l'ashram. Changement. J'avais préparé une lettre, hein. Je me suis dit, ben non, en fait, j'irai les voir à Pondichéry. Et à Pondichéry, j'ai été voir là, bon, ça m'a dit tout ça et tout, bon, je ne dis pas, quand tu es dans cette période de révélation, de découverte, c'est quand même assez sublime. ouais, je veux bien que tu nous racontes ta première expérience du samadhi. Bah, je vais te dire, quand je suis allé au Samadhi, il y avait le petit bus jaune d'Euroville qui t'emmenait tous les samedis, là, tu connais, tu pouvais parler avec le bus scolaire, qui était le bus jaune allemand avec lequel ils étaient venus en 68, certains Eurovilliens. German Bus, on l'appelait. Et il t'emmenait à Euroville, c'était gratuit, pas comme maintenant. Et puis il t'emmenait à Euroville, à Pondichéry. Donc j'allais au Samadhi. Et donc, tu vois, tu as attendu toutes les choses, tu as vu des photos, parler un peu, mais là, tu arrives tu rentres. Bon, déjà, tu arrives à Pondichéry, dans la rue, tu te dis, tiens, c'est où? Puis en fait, tu sais où c'est parce que tu vas par direction, tu dis, ah, je sens que c'est par là. Même si tu n'as jamais vu Pondichéry encore. Parce qu'en fait, la première fois que je suis allé à Pondichéry, je suis allé au Samadhi. Donc, c'était la première fois que j'allais à Pondichéry. Et d'un seul coup, du coup, c'est par là, c'est sûr. J'ai demandé à personne. Et vite. Et je sais pas comment, je me suis retrouvé, j'étais assis. J'avais enlevé les tongs au passage, tac. Et je me suis assis au mur de droite, tout de suite à droite, en arrivant, tu sais, quand on passe dans l'inscription. Ah ouais, je le connais bien celui-là aussi. Et là, j'étais assis comme ça, et d'un seul coup, tu vois, je suis parti, je ne sais pas combien de temps. Il y a un petit gars qui était sur son tabouret, au coin du Samadhi, qui surveille ce que font un peu les gens, là. Un ashramite, il n'est plus là, mais il est marrant, j'aimais bien. Il était petit, c'est une tête assez marrante. Et il regardait, tu vois, chaque fois je m'asseyais là. Bon, les autres, ils y bougeaient, mais moi, ils ne disaient rien. Donc, première fois, j'arrive, je m'assois là, je m'assieds là, et puis je ne sais pas combien de temps j'étais parti, et je me trouve, il était toujours là à me regarder. Et je dis, bon, ça fait combien de temps et tout. Et puis il me fait, avec la montre, il me montre la montre. Oh, ça devait faire 1 heure et demie, j'en sais rien, tu vois, ça va un peu trop, il fallait que je bouge un peu pour que les gens puissent. Et du coup, moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé pour l'instant. Et je me rappelle, je me suis assis, j'ai regardé, bon, je vais méditer, j'ai senti l'odeur d'encens particulière des ceux qui fabriquent à l'ashram, là, qui mettent tout sur le samadhi, là, à Paris Jata, un peu là. Et bon, bah, je suis parti. Finalement, je suis revenu, puis je ne sais pas le temps qui s'est passé, tu vois. Et à chaque fois, par contre, il y a une expérience qui a commencé à se mettre en place, c'est quand j'allais au samadhi, je m'asseyais à cet endroit-là, il y avait toujours la place. Ah ouais.
Ah ouais, mais c'est marrant que tu racontes ça parce que j'ai vécu à peu près la même chose au même endroit et Voilà, au centre, comme ça, là, il y a un mec à tabouret assis à côté aussi sur le mur. Il y avait toujours de la place. ouais, c'est Et, étonnant. et une expérience qui a commencé à se mettre en place, quand j'étais là, à chaque fois, je me disais, ah, c'est drôle, c'est vraiment l'atmosphère de l'ashram qui crée ça, le samadhi. Parce que bon, il y a quelque chose, parce que dès que j'étais assis là, ça y est, je passais dans un être plus vaste et tu te sens comme un, tu sais, un truc Michelin, là, un peu gonflé, je ne sais pas, 2 ou 3 fois ta taille, et tu as les mains sur les genoux, mais tu as l'impression qu'elles sont à 2 mètres l'une de l'autre, et puis que ta conscience, elle monte et que ta tête, elle est loin au-dessus du sol. Bref, que tu es un peu gonflé, tu sais, une taille bien plus grande que celle de ton corps, mais en s'asseyant, en se concentrant, ça le faisait. Et à chaque fois, j'allais au samedi, une fois par semaine, bing, le samedi, au samedi, parce que le reste, après, je travaillais avec la semaine à Auroville. Et ben, le samedi, je m'asseyais, bing, la place était là. C'était comme un truc, tu vois, plusieurs, c'est qui fonctionnait en circuit fermé, sauf qu'à chaque fois, le seul truc qui changeait, c'était l'expérience qui s'approfondissait. Ouais, ça s'affinait petit à petit, en fait. Voilà, ouais. Mais c'est très étrange, hein. Ouais, Et c'est un là, je suis retourné avec Véronique après 7 ans d'absence. Là, on est retourné à Auroville, comme tu le sais, cet hiver dernier. ouais, On a eu aussi un début de cette expérience, ça a recommencé, tu vois. Alors, ça faisait 7 ans que j'étais pas allé au Samadhi. ouais, Ouais, il y a quelque ouais, chose de particulier, hein. J'ai reçu des témoignages de quelques personnes aussi et des gens qui ne savaient même pas où ils étaient, puis ils arrivaient là et il se passait quelque chose de particulier alors qu'ils étaient pas au courant et ouais. heu et Sans moi, c'est construction pareil, mentale, sans construction mentale, tu vois, c'est idéal. c'est ça et On se puis moi, je me pense, souviens, ouais, la toute première fois, je savais pas où c'était et j'ai été mené à cet endroit-là, en me baladant, hop et quand je suis rentré, c'était d'une puissance et d'une force tellement incroyable que ça marque. C'est un peu pareil comme avec le matrimondir. ouais, voilà. Donc après, je me suis dit, bon, je vais vivre à Auroville, parce que ce ne sera pas l'ashram. Et puis il y a le matrimondir. Donc, après, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Eh ben, je me suis tout de suite mis au travail quand je suis arrivé pour travailler au matrimondir. Et oui, parce que quand tu es arrivé, le matrimondir était en construction, il n'était pas terminé, et il y avait encore du Ah, boulot. ah, c'était incroyable, parce qu'il n'y avait pas encore le cristal dans la chambre, parce qu'il n'y avait pas de chambre, elle n'était pas finie. Et puis, il n'y avait que les 4 grandes arches et le vide. Quatre, quatre, 4 arches. Les ronds, quoi, les ronds comme ça. 4 pans. Enfin, si tu veux, une croix, c'est tout. Et qui se construisait. Et après, il y avait les triangles en creux. Puis les triangles ont été remplis par avec un rond au milieu. Et puis après, un jour, je me souviens très bien de la pose définitive. Il y a eu un premier cristal pour imiter un peu ce que ça serait. Et j'ai participé dans la chambre. On arrivait avec un truc qui avait des grosses roues, qui était enveloppé de chiffon pour rouler sur le. À l'époque, il n'y avait que du marbre par terre. Il n'y avait pas le tapis en laine. Et il a posé le cristal, c'était incroyable. Il est 560 kilos, 70 centimètres de diamètre, avec 4 cordes, avec des poulies, tchic, 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 des chaînes, et tac, tac pour équilibrer, et avec les 4 roues du truc au-dessus, et le descendre et le mettre sur les 4 symboles de Sri Aurobindo. Ah ouais, parce que tu vois que c'est intéressant que tu l'expliques, parce que pour les personnes qui sont rentrées dans le matrimondir et qui ont vu ce cristal, moi, c'est l'une des expériences les plus extraordinaires de toute ma vie, ce cristal. Euh, je ne pensais pas que c'était si lourd, 560 kilos Je qui crois me tiennent sur rappeler, les. hein. Je crois bien me rappeler. Oui, bah c'est vite. Oui, c'est un beau cristal au monde. C'est fait par Zeiss en Allemagne, qui est très connu, tu vois. Ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Et la laine est une super belle laine vierge, comme dans la laine identique, je crois, à celle qui est dans la chambre de mère sur laquelle Prem s'asseyait. Elle a été posée par une équipe de gens et tout. Donc, je surveillais un peu aussi, parce que je travaillais au matrimondial. J'allais les voir et tout. Et les types, ils venaient du Rajasthan. Ils ont travaillé nuit et jour. Surtout la nuit, bien sûr. Parce qu'il y en a qui voulaient commencer à méditer. Enfin, il y avait d'autres choses à faire dans la chambre. Donc, ils travaillaient la nuit et le jour. Ils étaient quelques-uns spécialisés dans la pose de cette en laine vierge pure, très chère, enfin, de très belle qualité. Et de ce que je me souviens, au moment d'être payés, ils n'ont pas voulu être payés.
parce que les types, ils ont eu une expérience à être immergés dans cette chambre tout le temps. Mère a dû déverser quelque chose sur eux pour cette contribution. Et là, ils se sont dit qu'il a eu une expérience, le chef d'équipe, et avec son équipe, ils étaient d'accord, ils ont dit, enfin, il faudra vérifier, mais moi j'étais là, et je me rappelle, ils ont dit, bah, finalement, ils ont accepté les dû dédommager des fans, mais pas avoir le paiement pour la pause. Oui, Ça. parce que C'était c'était pas des, Normand Bidard. c'était pas des gens qui étaient dans le yoga intégral, c'était des ouvriers qui venaient travailler pour. Ouais, Justin. Ouais, ouais. Et donc, ils ont quand Il même. m'a dit, oui, c'est Divine Work. Il me rappelle, il m'a dit Divine Work Offering. Ils ont saisi l'ampleur du truc. Ils ont dit, on ne peut pas demander de l'argent pour avoir fait ça, se faire payer, quoi. Donc j'ai vu le cristal, j'ai vu la chambre. Moi, j'avais déjà commencé à travailler. J'ai été tout de suite, j'ai commencé à travailler sur la machine à couper le marbre blanc pour couper tout le marbre blanc à l'intérieur, une grande partie du marbre blanc qui est sur le symbole de mer, les escaliers, enfin, tout ça. Les fontaines, tu vois, avec l'eau. Donc Et oui, puis, il me semblait être, tu vois, enfin, ce qui me donnait le plus de satisfaction à ce moment-là. ouais, bah, je peux le comprendre, hein, travailler sur le matrimondir, participer à cette grande œuvre-là, c'est quand même une Ah ouais, ouais. sacrée aventure. Ouais. Ah, Bon. c'était extraordinaire, oui. Et oui, et du coup, ben, tu as commencé à rencontrer tous les gens d'Auroville et à sympathiser avec les gens, quoi. Ouais, 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 parce que j'ai déménagé, je me souviens, au début, je devais rester à Shanghai 2 mois. Et puis j'avais un ami qui est plus là maintenant, mais qui m'a dit, moi, bon, j'en ai juste pour un mois là en France, je fais des trucs, je reviens. En fait, il venait juste d'être Aurovillien, et puis je reviens, j'en ai pour 2 mois avec la famille pour régler les trucs, et puis hop, là, je reviens vivre ici. Puis finalement, ça s'est pas passé comme il voulait, ça a duré 8 mois. 6 Et mois. 8 mois, il t'a donc 8 mois, j'ai eu 8 mois dans la maison gratos, à garder la maison. À l'époque, il y avait 260 roupies par mois d'électricité, de participation à Shanghai. Enfin, c'était grâce à Bernard et tout. Et Sigrid à l'époque. Ouais. Du coup, bah, tu as vécu beaucoup d'aventures là-bas et puis tu as commencé à vraiment pratiquer le yoga intégral avec d'autres personnes, je présume. Voilà, voilà. Ben, en fait, tu le pratiques en étant simplement au Auroville, si tu es là pour les bonnes raisons. Et ben, tu pratiques simultanément avec tous les gens qui sont censés être là pour le faire, si c'est leur appel, d'être aussi sincère. Et, et donc, ça se fait, tu vois, ça se fait, c'est du 24 heures sur 24, en fait. Parce qu'il y a tout qui passe dedans, en fait. Il n'y a pas de. Tu Oui, tu vois, t'es concentré, toute ta vie est concentrée sur l'action pour la mer et pour l'œuvre, en fait. ouais. Bah oui, parce que tu peux pas dire que tu fais du part-time, du temps partiel, et puis après, tu as du temps pour toi. À partir du moment où tu viens avec cette chose, ça à l'esprit, cette aspiration, euh, et ben, c'est tout ce que tu vas faire. Il ne peut pas dire, ah ben, il y a des choses, c'est à part, c'est pour motiver la satisfaction personnelle, mais si ta satisfaction personnelle, c'est le diva, de rechercher les meilleures choses, bah, tu vois, tu peux en avoir une autre. Donc, Mais tu as toute ta nature qui est là, hein, à oui, changer, hein, avec des trucs du vital, du mental, des trucs, mais c'est un chantier. Mais ce chantier, tu sais ce que tu veux construire, au moins, c'est pas, tu pars pas dans 15 projets à la fois. parce qu'il est vrai que le yoga intégral peut se vivre absolument partout sur la planète Ouais. et il peut se vivre à chaque instant, mais quand même, Auroville reste un lieu qui est C'était propice. consacré, quoi. C'est une première Eh oui, extension pour que les gens puissent ouais, avoir un cadre plus souple que celui de l'ashram, mais en même temps pour permettre des conditions qui sont plus là à l'ashram, pour telle ou telle raison. Et puis ces mères l'avaient prévu l'après, hein, tu vois, elle, après sur Windows, mère. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui reste. Hein, moi, c'est pas l'ashram qui pouvait se munir comme ça. Et Auroville, bon, ben voilà, c'était si tu pouvais faire l'expérience de cette liberté pour être débarrassé de tout ce qui n'a rien à voir avec le schmilblick, toi, qui t'amène à avoir les meilleures conditions, on pourrait dire matérielles, pour un ensemble de gens un peu, pas tous des ashramites ou des gens de train, mais que la force, la conscience, elle puisse travailler dans la conscience collective et toucher le reste de la Terre un peu, tu sais comment ça marche à travers des échantillons. Les ouais, bien échantillons sûr. qui étaient à Auroville, il y en a certains qui sont crus qu'ils étaient à Auroville parce qu'ils étaient un peu plus évolués, un peu plus avancés, qu'il y avait un certain mérite. Mais en fait, à Auroville, on était surtout là parce qu'on représentait un problème bien particulier de la nature humaine, aigu. Et que si tu vas
Tu as des difficultés particulières, des fois même plus grandes que la moyenne des gens. Tu es un peu plus borné, un peu plus têtu, ou tu as plus de tamas, bref, dans ton vital, tu n'es pas meilleur ou plus évolué. En fait, c'est plutôt un peu le contraire. C'est que tu as des choses qui sont un peu plus intenses, plus fortes. Mais que si toi, centralement, avec ton être psychique, par ton être psychique, tu viens là-bas pour t'offrir à cette transformation, alors de travailler sur ces parties de ta nature, c'est-à-dire que ça laisse le divin travailler sur ces parties de ta nature, ça permet à travers ça de travailler sur cette partie de nature présente dans l'humanité, ce trait de caractère, cette difficulté humaine. Les Euroviens, c'était surtout ça. C'est pour ça que ma mère, elle a pu dire que c'était une meilleure chance d'éviter une troisième guerre mondiale, parce que je crois que vous l'avez fait comprendre. Ça veut dire que Et, si tu règles, tu obtiens la paix, tu fais et la paix intérieure divine, ou transforme ta nature, ça a un effet sur le reste. Elle avait dit à Satram, est-ce que tu es conscient de tes cellules, tu sais? Et il dit, si tu viens de conscient de tes cellules, deviens conscient de tes cellules, et tu verras que ça a des conséquences terrestres. en fait, ce que Mère disait, c'est que Auroville, c'était un laboratoire. Ben voilà. Il y a des échantillons de l'humanité qui viennent à cet endroit-là pour faire un travail bien spécifique. Et c'est aussi pour ça que ça secoue beaucoup plus à Auroville que n'importe où ailleurs, quoi. Voilà, pour un projet collectif, oui. Après, quand je suis allé à Auroville, je me suis dit, ouais, il faut aller là, à Auroville, dans cet état d'Inde, quel Tamil Nadu, tout ça, tac, tac, tac. C'est un état, ouais, je vis ici, il ne faut pas que je m'en aille d'ici, il ne faut pas que je quitte cet état. Il ne faut pas que je quitte cet état de Tamil Nadu. Même quand j'allais faire des trekking, des Malayas, tout ça, je sentais qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Il fallait que je revienne. Comme quand ça te prend, ils se barraient de l'ashram. Je dis, bon, voilà, c'est impossible l'ashram, je ne supporte pas. Puis quand ils sont contents, ils disent, ah non, faut mieux que je revienne là. Mais à Auroville, c'est pareil, pas trop longtemps. Tu vois, et je revenais et pas quitter cet état. Et après, j'ai intégré ça, c'est-à-dire que c'est devenu un état intérieur. Et donc, c'est toujours la même chose de ne pas quitter cet état. Mais avant, c'était pas quitter cet état terminal, maintenant, c'est pas quitter cet état intérieur. Et oui, et oui. Et ça, tu as Oui, en aussi fait, peur, là. À un moment, tu as dit, ouais, j'ai peur de perdre l'état intérieur, mais en fait, ça fait longtemps que c'est parti aussi. Tu peux plus perdre cet état intérieur. c'est ça. En Tu fait, peux, c'est une euh, posture intérieure que tu gardes en permanence, de toute façon. ah oui, tu as toujours comment on appelle ça, Mais alors, un minimum qui est là, même en dessous duquel tu peux pas, même si tu fais plus rien, tu fais des bêtises, tu peux pas te laisser aller à un moment parce que c'est plus un désir, c'est plus une envie. Tant que c'est un désir, une envie, ça peut fluctuer, tu vois, mais c'est un besoin. Tu n'es pas en train de dire je mets le besoin en silencieux, j'ai plus besoin pendant un moment, puis après j'ai un nouveau besoin. Quand tu as besoin, et quand tu as besoin de boire, tu dis pas bon, ben, je m'arrête, je reprends ma recherche de trouver de l'eau demain. Non, non, voilà quoi. ouais, ouais, donc en fait, tu es en train de dire que ta vie à Auroville t'a amené à un état intérieur constant. Et c'est peut-être une fois que tu as trouvé cet état intérieur constant que tu t'es dit que tu pouvais partir n'importe où ailleurs. Oui, c'est ça exactement. Tu sais, en mai 2012, j'étais dans une concentration et je suis parti dans une concentration. J'ai dit bon, j'ai une petite concentration, puis du coup, de 1 heure, je suis parti à 2h15. Bah, c'est la seule fois de ma vie où je suis resté en concentration aussi longtemps, sans que je sois dérangé ou que je ne me suis pas aperçu en fait. Et c'est dans cette concentration que tout ce que je fais maintenant depuis 2012, retour en France, faire le bloc, flamme d'altérité, tout ce qui s'ensuit, je comprends, je vois que tout était contenu dans ce moment-là, dans cette concentration. C'est dingue, hein, mais c'est comme un truc, il s'est déployé, c'était déjà le truc pour l'avenir. Et moi, j'ai rien vu de tout ça, comment ça allait se passer, mais j'ai seulement reçu le truc flamme d'altérité. Ouais, en Qu'est-ce fait, que ça veut dire, ça, flamme d'altérité? J'en sais rien du tout. Et je suis pas c'est parti tout de suite, moi. Je suis resté encore 1 an ou 2 avant de partir. c'est un peu comme si tu recevais ta feuille de route, quoi. Ouais, mais sur moi, il n'y avait rien marqué dessus. Oui, voilà, ouais, j'entends, hein, tu connais au fil du temps. Je savais pas lire, en fait. Parce que t'es marqué, ah, c'est tout marqué, mais tu peux pas lire. Non, parce que si tu veux lire, tu décryptes, tu anticipes, et tu veux réussir à faire ce qui est marqué dessus. Non, 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 non. Donc, en fait, tu sais pas ce que tu vas faire. Tu sauras comme À chaque au instant. moment, c'est à peu près presque au moment où tu dois le faire, tu sais, ah tiens, voilà. C'est C'est ça, c'est ça, intuitif, quoi, c'est intuitif.
c'est amusant, hein, parce que Flamme d'altérité, le blog, pour moi, ça a été, un passage important parce que tu tu as marqué quelque chose grâce à ce blog avec toutes les informations, les textes, les PDF. Heu, il y avait Mmh. pas grand-chose. Il y a jamais eu grand-chose dans le yoga intégral. Je me souviens à une époque où il y a peut-être une trentaine d'années, il y a peut-être tu as connu, il y a eu un forum de discussion, Yoga Intégral France ou quelque chose du genre. Ah, ça me Heu, dit quelque chose, mais vaguement, je veux dire, hein. ouais, c'est loin tout ça. Puis moi, Je c'était vais déjà j'étais pas sur les forums, l'internet trop. Moi, ouais, le bah, moi premier ordinateur, tu vois, je l'ai eu en 2012, j'ai dû acheter un ordinateur, je n'avais jamais eu d'ordinateur, je savais pas m'en servir. Je connaissais rien, pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien, que de l'écrit, du livre. Et j'ai acheté un ordinateur et je me souviens toutes les nuits jusqu'à 4 heures du matin pour apprendre à m'en servir. Un blog, je ne savais pas comment on faisait un blog, je ne savais pas comment on ouvrait Internet, enfin, je ne savais rien du tout. D'abord, il n'y avait pas Internet à Auroville déjà en 92. En 2012, quand je suis parti, c'était un peu mieux, parce que oui, mais c'est pas arrivé, hein, il y a très longtemps. En 2012, Auroville, l'Internet, ouais, ça le faisait. Je crois que c'est arrivé en 92, 93, 94, tu vois. Les téléphones portables, c'était après, mais je n'avais jamais eu d'ordinateur, je ne savais pas m'en servir. J'allais juste à Internet, le mec, il mettait tout en place, il me montrait tout comment faire. Donc, créer un blog, tout ça, oui, non. Et puis, j'avais aucun moyen financier, j'avais rien du tout, zéro. C'est comme c'est quand j'ai vrai. créé une petite entreprise de tofu à Auroville, Orosoya. Donc, je faisais du tofu, des trucs, mais j'avais pas d'argent. Bon, je ne veux pas faire trop long, mais l'argent, il est arrivé chlong, d'un seul coup. Fallait que j'écrive un projet pour faire du fundraising, pour trouver des fonds. Et là, il y avait Martina qui faisait des confitures juste à côté, là, naturellement. Et puis elle me dit, tiens, il y a une fille chez nous qui fait un tour du monde en vélo. Elle est spécialiste de faire des fonds pour se faire sponsoriser pour le tour du monde. Ah, bah du coup, elle m'a créé un projet et on l'a envoyé à un institut, Stichting de Zaïre, hollandais, qui donne des donations tous les jours tous les ans pour des projets à Euroville. Et on m'avait dit, non, ben, ils vont pas. Et puis bon, bing, j'ai reçu une donation. Donc j'ai acheté du matos, j'ai fait le tofu et voilà. Mais j'avais rien, j'avais rien. Une mobilette, j'ai acheté une mobilette, j'avais rien. Et quand je suis parti d'Euroville, je suis reparti sans rien, zéro. Ah, Sauf j'ai ce que peut te donner Euroville un peu pour t'aider dans les 6 premiers mois. Mais je n'avais pas construit de maison, je n'avais pas financé de maison, donc je ne pouvais pas avoir de valeur en échange de la valeur de ma maison. Mais j'ai eu quelque chose d'Euroville, c'était pour te permettre de faire le joint. Voilà, mais je connais une petite histoire que j'aimerais bien que tu racontes, c'est ton retour en France avec l'avion et la rencontre du monsieur qui te ramène jusqu'à pratiquement jusqu'à chez ta mère. ouais, ouais, Parce que ouais, ouais, c'est ouais. dans les genres de synchronicité, complètement incroyables qui sont fluides et Ah, presque magiques, quoi. on va la faire courte parce qu'avec l'entraînement, j'ai réussi à la faire de plus en plus courte. Mais bah, en fait, j'ai décidé de repartir en stop, tu vois. Et j'avais encore quelque chose, un truc que j'avais, un super VTT que j'avais acheté, que je faisais en France, que j'avais mis en vente, qui ne se vendait jamais. À distance, essayer de vendre depuis Euroville un truc. On m'a dit, oh, c'est pour moi qui vais mettre l'annonce, tout ça, personne ne voulait. Donc, je faisais essayer de mettre des annonces par Internet, tu vois. Et c'est en 94, j'étais dans un projet qui s'appelle Vicas. Et c'était le premier projet réalisé entièrement par Eurosaprem que tu as interviewé. Et c'était la construction en terre crue. Et c'était le premier projet d'habitat collectif à Auroville. Avant ça, il n'y avait que des maisons individuelles, des guest houses. Et on était le premier projet d'habitat collectif à Auroville. En 92, je suis arrivé, ça a démarré, c'est à peu près. Et je me dis, bah, tiens, je vais rentrer en France travailler. Donc, tu auras une petite anecdote supplémentaire. Je vais rentrer en France travailler pour envoyer de l'argent de France pour ce que le truc de Vicas se fasse, continue à se faire la deuxième phase et tout ça. Et on m'avait montré les boulots à faire, job de l'étudiant, là, j'ai dit, oh non, il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, tester les médicaments, tout ça, je dis, mais n'importe quoi, niet. Et puis, il y avait un truc, bon, tu vas voir comme le divin, il s'affiche à tes préférences. Bosser sur Euro Disney, ça paye bien, ils embauchent plein de gens pour bosser Euro Disney, n'importe quoi. Euro Disney, le truc capitaliste, bla, la soie, mal. Donc, je dis, je vais partir en France en stop, déjà, ça m'économisera de l'argent. L'avion, tout ça, pour quand j'arrive en France. Le truc est toujours pas vendu. Donc,
Juste au moment de partir, je reçois un coup de téléphone. Ah, il y a quelqu'un qui a acheté ton vélo. Bon, très bien, j'arrive. Du coup, je pars en stop à travers, je remonte jusqu'au Pakistan, enfin à la frontière. Je vais chez les Sikhs, le Amritsar Golden Temple des Sikhs, au Punjab, où là, ils t'offrent l'hospitalité 3 jours. C'est la tradition sikh, tu as des chapatis, des lentilles et des chapatis le matin, midi et soir pendant 3 jours, plus un lit. Et j'attends un visa, parce qu'au début, je vais pouvoir avoir un visa pour l'Iran après. Pakistan d'abord, parce que c'est Pakistan, il y avait et c'était l'année où ils ont ouvert la frontière, ils ont mis le Golden Bus avec Vajpayee. C'était assez extraordinaire. Donc, juste à ce moment-là, tu pouvais passer avec des bus la frontière. Alors, j'ai passé le bus avec la frontière, avec le bus. Et arrivé au Pakistan, ben, j'ai pas traîné. Et après, c'est l'Iran. J'ai pas traîné non plus. Et à un moment, je voulais passer par Téhéran. On m'a dit, c'est pas la peine de 92, Téhéran, c'est mieux que tu passes par le sud. D'accord. Donc, je suis passé par Quetta, le Baloutchistan. Là, j'étais pris en stop avec des mecs sur un pick-up. Il y avait du mouton à manger. Moi, j'étais végétarien. Donc, je mangeais des lentilles, des lentilles, des lentilles. Et le gars, je me dis, mais je ne peux pas des lentilles tout seul. Bon, alors, je prends un kebab, machin. Puis l'autre à côté, il dit, tu ne manges pas ton agneau? Non, tiens, je lui donne mon agneau. Il dit, bah, cool, on peut te monter en camion pour la peine. Et ils montent en camion, les mecs. Ouais, il faisait nuit presque. C'est un pick-up. Ils étaient tous installés un pick-up derrière avec chez des, comment tu dis, des trucs, avec les carreaux rouges et blancs, là. Les kéfiers. Kéfier, ouais. Et puis, je rentre dedans, puis je m'aperçois qu'il y avait des armes par terre sur le truc, des Kalachnikov. Euh, je dis mince, je suis mal tombé là. Mais en fait, les mecs, il y en a qui parlent anglais super sympa, et c'était des Baloutchistan qui travaillaient pour l'indépendance du sud Pakistan contre le nord Pakistan, des Baloutchistan. Et donc, je suis passé par Quetta, 2000 mètres. Je me suis dit, c'est le Pakistan. Ben, en fait, je me suis pelé parce que 2000 mètres, ben, j'ai pu mourir de froid. Après, je suis parti en Iran. Bon, j'ai rencontré là un prof de français en Iran. Incroyable, le gars, à l'université de Téhéran, mais qui était barré. Et du coup, j'arrive à la frontière à Istanbul, dans le vieux Istanbul. Donc, du coup, je reste quelques temps. Je vais voir le pudding shop, là où il y avait Midnight Express, tous les Beatles qui étaient passés, tout ça. Et je demande des renseignements, là. Je me dis, il y a plein d'infos et tout. Puis, je vais à une petite agence pour trouver un billet. Et pas de billet, pas de billet, pas de billet, pas de billet. Et puis, à un moment, je revenais tous les jours, le matin, le soir, le matin, le soir. Bien, il y a un désistement. 100 $. Au début, moi, je pensais continuer le stop, tu vois, à travers les pays de l'Est jusqu'à l'Allemagne. Puis ils venaient d'ouvrir les pays de l'Est, la Stroïka ou la Roumanie, Glasnost, je ne sais pas trop quoi. Bref, je croyais qu'il fallait plus de passeport, plus de visa, tu vois, juste la carte d'identité. Mais là, d'un seul coup, visa, bing, bing, bing. Bah, j'ai dit, ah non, pas de visa. Puis arrive en Allemagne. Et donc, j'ai dit, bon, ben, un vol, 100 $ à l'époque, Istanbul-Paris. Je prends. Désistement, c'était la moitié du prix du billet. Et dans l'avion, c'était que des Turcs, ce qui faisait escale à Francfort. Et majoritairement, les Turcs ont immigré en Allemagne. C'est beaucoup les Turcs. Et il me dit, il y aura un autre gars à travers vous, c'est aussi un occidental. Vous êtes les deux seuls dans l'avion. On était côte à côte. C'était un Anglais. Alors, je le vois, je rentre dans l'avion, bonjour. Et le type, il avait fait le tour du monde. C'est 10 ans qu'il se baladait. Là. Il dit, je veux voir mon frère. Donc, on discute, tu sais, Istanbul, c'est pas long. Hein. Il y avait 1 heure et demie, je crois. Non, Paris, je sais pas quoi. On discute. Et puis après, ben, il me dit, ah, tiens, si tu peux m'aider, parce que moi, je connais rien du tout arriver sur place pour les trains, tout ça. Je dis, ouais, pas de problème, on arrive à Paris. Et puis, il me dit, je vais à Reims. Reims, tu connais? Je dis, ah ben ouais, bah, c'est cool, alors je connais la gare, je connais tout, c'est là que je vais aussi. Ah bon? Ah, il me regarde comme ça, déjà un peu bizarrement. Après, je me suis dit, il a dû dire qu'il va me squatter, lui, complètement, il sait pour aller, il arrive là. J'ai compris ça, mais plus tard, tu vois. Et il me dit, bah, j'ai pas de problème, il faut aller gare de l'Est, métro, mais regarde, tac, 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 gare de l'Est, c'est le dernier quai, 29 tout au bout, je me rappelle, le train de 7h49, je sais pas, le dernier à choper, on court, on court, on court, pas le temps de composter, rien. On a juste eu le temps de changer l'argent. Et il y a le contrôleur qui nous a vu, dit, oh, c'est bon, je vous ai vu courir, il ne nous fait pas payer, rien, le surplus. Et puis il me dit, mais ouais, mais tu vas à Reims? J'ai dit, oui, je vais à Reims voir ma mère. Ah bon. Donc on arrive à Reims. Et du coup, bah, il était tard. Et donc ma mère, elle ne savait même pas que j'arrivais. Je lui ai dit, je rentrerai peut-être au printemps, mars, avril même.
Et j'arrive et je téléphone, j'avais du sous, Camille téléphonie, je mets 5 francs, je téléphone à ma mère. Ouais, j'arrive, je suis à la gare de Reims dans une demi-heure. Elle me dit quoi? C'est encore une de tes blagues et tout. Quoi, c'était une grosse blague. T'es où? Ben, je vais à la gare de Pondichéry. Non, gare de Reims. J'arrive, j'arrive, je la réveille, forcément, je la réveille en pleine nuit à 11 heures. Donc, et puis le gars, il me dit, bah, t'inquiète, mon frère va venir nous chercher, il travaille dans les caves de vin. C'était un ancien, et c'était des Écossais, il connaissait le whisky, le vin, et c'était recyclé dans le champagne. Donc, le type, il vient me chercher, et hop, et en fait, il passe par là, je dis, bah, si tu veux, je connais un raccourci. Par, direct par où tu vas, ça passe dans la rue, en fait, de chez ma mère. C'était vrai, en plus, je n'essaie pas de le détourner. Il me dit, t'es sûr que ça? Je dis, ouais, tu vas voir. Effectivement, ah, il dit, ah, c'est bon, merci pour le raccourci, pour aller bosser, tout ça, mon frère et lui. Et il me dépose chez moi, devant chez ma mère. Et tout. Avec la lumière qui était allumée et tout. Puis il reste là à attendre, tu vois, il reste là à attendre. Il dit, ouais, on va voir si c'est vrai son truc. Et je frappe à une porte, il rentre pas. Puis je rentre, puis je fais au revoir. Puis ils n'ont pas dû comprendre. Et puis ils sont partis, tu vois. Voilà. Et quand j'ai travaillé là, tu vois, j'étais pour chercher du travail. Ça, c'est la suite de l'histoire que je ne raconte pas, mais j'étais chercher le travail. Et là, d'un seul coup, il y avait des campagnes partout. Euro Disney recrute 300 personnes sur Champagnard des JP. Et ma mère, à l'époque, elle gardait des enfants. Toujours, elle gardait plein d'enfants à la maison. Là, d'un seul coup, ils étaient tous, ouais, j'étais à Euro Disney avec mes parents et tout. Encore Euro Disney qui vient m'agresser, me hanter. Je vais à la télé, Jean-Pierre Foucault en direct de Euro Disney. Je dis, oh, ça, je dis, bon, je vais faire un tour, je vais aller à la Fnac m'acheter des CD. Campagne Euro Disney, Mickey, tout ça. Je dis, bon, c'est bon, je vais retourner à la NPE demain. Au début, ils ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Et là, ils m'ont dit, ah ben, c'est trop tard, monsieur. Vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé, tout ça. Il y a 500 dossiers qui sont envoyés, à 300 places, c'est mort. Je dis, bah, donnez-moi l'adresse des trucs qui reçoivent tous les dossiers à Marne-la-Vallée, là. NPE à Marne-la-Vallée, qui est juste à côté du parc, en fait. C'est que pour le NPE, que pour l'Euro Disney. Elle dit, mais non, mais non, mais non. J'ai dit, écoutez, je peux trouver moi-même, hein, sinon, le numéro de téléphone, vous me donnez. Bon, bah, je vous le donne. Elle me donne le numéro. Et j'appelle le gars. Oui, bonjour, je suis intéressé pour un job Euro Disney. Je me suis dit, c'est comme le reste avant, sauf que là, je sais, j'avais de la résistance, mes préférences. Donc, on me mettait là, on me forçait là-dedans. Et moi, c'était pas du tout mon goût. Mais on dit, mais c'est pas pour toi que tu. Après, j'ai compris quand je suis rentré en ville, c'est pas pour toi que tu vas là-bas, non? Ouais, mais quand même. Eh ben, après, j'ai relu l'agenda, reprendre les mains, l'argent des mains de la relais pour le mettre sur les. Ah ouais, d'accord. Comme ça va. Et du coup, ben, j'ai eu le job. Mais les gars, ils m'avaient dit, attention, il faut venir saper. Ils m'envoient une revue, là, il faut venir saper comme ça, avec plein de critères. Du coup, j'ai dû passer chez le coiffeur, raser, et apporter un costume au frère, une cravate à un autre, les chaussures, rien. Et j'y suis allé, et je ne savais pas faire une autre cravate. Et à côté, il y avait un gars qui vendait des t-shirts Johnny Hallyday à la gare, là. Il me regardait en rigolant, je dis, tu sais faire une autre cravate? Il disait, j'étais comme toi. Ouais. Ah bon? Ouais, mais j'ai arrêté tout. Et ben moi, tu vois, c'est le contraire. Je dois aller machin. Il m'a fait mon autre cravate. Puis j'arrive là-bas, les mecs, ils étaient tous en t-shirt, en basket, ils n'avaient rien à faire. Et j'étais le seul en cravate costard. Je dis, mince. Donc j'ai attendu, c'est la seule fois que j'ai pu voir Fantasia entièrement jusqu'à la fin, parce qu'il passe la télé, il passe. Et puis après, je viens voir, je dis bonjour, j'ai rendez-vous pour un truc. Ah non, monsieur, il y a votre nom nulle part et tout. Ah bon? Il croyait vraiment, tu sais, anglais, allemand, je bossais dans le parc. Je dis non, non, non. J'ai trouvé pour nettoyer les bus la nuit, travail de nuit, les bus qui emmènent les gens du parc aux hôtels. Je ne peux pas travailler dans le parc. Ah bon? Ah, mais oui, c'est pour les. Ah ben oui, effectivement, ouais. Parce qu'il y avait une prime supplémentaire de 700 balles, tu vois. Ah, je ne voulais pas travailler dans le parc. Hein. Et du coup, Mais je tu sais, travaille là. ça me fait penser dans l'agenda quand tu as Saprem qui dit à mère, tiens, je vais recevoir une pension de la France, mais je vais refuser parce que de toute Ouais. façon, j'en ai rien à faire. Non, 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 mère, elle lui dit, non, 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 en fait, si l'État français envoie de l'argent pour l'œuvre divine, il faut la prendre. Mais voilà, c'était ça, indirectement, j'ai compris a posteriori, tu vois. Et je suis rentré, bon, j'ai travaillé là-bas et tout, et des petites anecdotes, tu vois, à un moment, je ne voulais pas y retourner, j'étais un week-end, lundi, j'y vais pas, je suis malade, je vais dire, je suis malade. Et puis, j'ai manqué des jours, comme ça, bing, 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 bing. Et à la fin, j'ai dit, ah,
Je dis, moi, je pars dans un mois en Inde. Elle dit, ah ben non, non, parce qu'ils ne vont pas te donner tout l'argent tout de suite. C'est différé d'un mois, tu as manqué, tu auras une heure d'avance à compte, et puis le reste après. Je dis, ah non, non, il faut que je parte avec tout et tout. Puis j'étais dans un service logement. Finalement, j'ai réussi à récupérer tout l'argent. Je vais au service paye. Il y avait une erreur d'ordinateur. Les mecs, ils n'avaient pas enregistré rien du tout. Ils m'ont filé. Il y avait une erreur, il y avait de l'argent en trop. Et le pire, c'est que je m'exclame d'un seul coup. Je dis, mais il y a trop là. Et il y avait un gars derrière moi, comme ça, là, avec ses rollers. Il me dit, hey, mais t'es fou, mec. Il me dit, prends l'argent. Il me dit. Et puis la dame, elle me regarde, j'ai pas le temps, l'ordinateur et tout ça, mais j'étais là entre les deux. J'ai dit, mais il y a trop. Pas de nous, ça va, ok, d'accord. Puis je suis parti. Il y avait plus, il y avait des erreurs d'ordinateur. Il me dit non, je repasse mon ID, là, mon carte d'identité l'identité Disney dans l'ordinateur. Il me dit non, c'est bon. Bon, bah Mais là, d'accord. Bon. Donc je vais à la banque, je touche l'argent et j'avais la caution du logement. J'avais dû payer 2 mois d'avance de caution. Et bon, je récupère. Elle me dit non, la caution c'est dans un mois. Je dis mais moi je pars. J'ai tout envoyé l'argent en Inde pour financer l'ICAS au fur et à mesure. Et j'ai juste l'argent pour le billet que je comptais récupérer de la caution. Bon, écoutez, je vais faire un truc et tout, mais il ne faut pas le dire. Nanana. Elle me file un chèque de caution. Vous allez à 9h à la banque, vous le touchez tout de suite. Bon, ben, j'ai touché le chèque de caution, service habitat de là. Puis il y a le grand service habitat Disney. Puis je rentre en Inde. Et voilà, j'arrive à retourner à Auroville et tout ça. Et un mois après, 2 mois après, ma mère, elle m'envoie un courrier. Elle me dit, t'as reçu un truc de Disney, machin. Je dis, bon, c'est quoi, des points de retraite, des trucs. Et non, nous sommes aperçus que nous devions encore la somme de machin, de mois de caution. Mais excuse pour ce retard. Boum, il me rembourse les 2 mois de caution encore. Enfin, c'était pas mal parce que c'était 3000 balles. Tu vois, 2500. Bing! Et à Satprem, Eurosatprem, à l'époque, il faisait Vicas, il me dit ouais, il faut de l'argent pour compléter le deuxième groupe d'appartements et tout. Et je dis mais ça fait combien cet argent? Bah, il y a environ 17 500 roupies. Alors je regarde à l'époque avec ce que j'avais, 2000, ouais, 2000, ça faisait 17 500 à peu près. La magie de la carte, pof, voilà, c'est le chèque. Fin de la mission. voilà, la mission de mère qui t'avait envoyé chercher des sous avec la somme exacte, quoi. Ah ouais, donc là, Euro Disney, il fallait aller là où il y a des sous, hein, c'est pas en allant. Donc Mais ouais, c'est ça, j'ai compris pas mal de choses là. D'un ce coup, il y a tout un. c'est Ok, c'est- voilà, c'est ça être au travail quoi pour le divin. c'est pas C'est nos propres possible. désirs qui sont le plus important, c'est ce qui doit être fait. Ben, ça va t'emmener à la chose la plus parfaite. Mais pour ça, il faut vraiment être dans le surrender complet. Il faut vraiment être, avoir enlevé ses désirs et avoir enlevé sa propre vision de comment ça doit être, comment ça doit s'organiser. Non, la Ah, mère, elle organise à sa manière et elle est partie progressivement, tu sais, par morceaux. Blum, ah bah là, puis un autre morceau, boum, par pan entier. Quoi. Tu vois, c'est un peu brutal, mais bon, ça va. Mais ça va, ça va. Ouais, c'est chose qui disait, mais toi aussi, tu es assez radical dans tes décisions, de toute façon. Donc, tu aimes bien ce mode opératoire. Je dis, oui, ouais. Donc, ça, ouais, d'accord, ok. Bon. En fait, je me suis aperçu, c'est ton être psychique, ton âme, tu vois, qui déjà demande, appelle quelque chose sur elle pour que ça se, qui tire, enfin, qui aspire à ton insu même, à des solutions qui sont assez radicales, mais parce qu'elle connaît ta nature profonde. Et elle dit il peut le supporter, il peut pas le supporter, que ce soit la force, l'énergie. Ça va le faire avec sa nature, parce que là, l'être psychique te connaît beaucoup mieux que toi, tu ne te connais, et toi, tu ne connais pas ton propre être psychique au départ. Mais lui, il te connaît mieux que toi. Et c'est dans ta nature vitale, physique, mentale, il dit, non, non, ça va. On peut faire un scénario de ce genre, on peut mettre cette dose-là, pas cette dose-là, en accord uniquement avec ta personne. Et ça, c'est le truc le plus profond dont j'ai fait l'expérience, tu vois, c'est que en fait, il y a une présence qui est là. ouais. Tu vois, C'est quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même, et puis qui va te voir et te dire, tu vois, il va te faire c'est comme un traitement personnalisé de mère du divin. Parce et qu'évidemment, ce qu'il a fait avec moi, il ne peut pas le faire de la même façon avec une autre personne. Il va faire une chose qui va être comme pour une personne, tout en s'occupant de toute la manifestation. Comme quand mère, elle recevait des gens, ils avaient l'impression que d'un seul coup, il avait exclusivement donné quelque chose à eux. Mais il dit, ah, mais moi aussi, c'est pareil. Donc, j'ai compris
que ça pouvait être un peu une idée mentale, ce chose supramentale de trucs qui est totalement dans le détail pour pouvoir être en même temps totalement dans la totalité, sans devoir basculer l'un à l'autre, les deux simultanément. Il est aussi efficace dans un individu, il peut gérer un individu comme à la perfection, comme il peut gérer une manifestation à la perfection. Tu vois, ça m'a fait basculer dans autre chose quoi, avec cette expérience. Puis comme tu es quand même assommé, là, tu vois les choses qui arrivent, tu dis en fait, moi j'y suis pour pas. Tu regardes pourquoi tu y es, toi, tu n'es pas vraiment pour grand-chose. Ouais, c'est ça qui est un peu déstabilisant par moment, c'est que tu vois bien que ça te dépasse. Tu vois bien que c'est toi, mais c'est pas le toi que tu vois habituellement, quoi. Non, tu dis c'est quelle partie, c'est mon mental, Disney, non, vital, non, et physique, non. Et pourtant, psychique, si, si. Tu vois? Et dans la matière, le gars, il me donne le rendez-vous par téléphone. J'ai pas dit, mais quand j'ai téléphoné à Romain Ravé, il me dit j'ai tous les dossiers, j'ai rien, mais bon, pourquoi je vous donnerais ce rendez-vous casting, étant donné que j'ai bah écoutez, moi, voilà, j'ai pas les trucs, hein, c'est juste pour pas gagner de l'argent, je suis dans une communauté Euroville, machin, il dit ah, et il en avait entendu parler, c'est vrai. Il dit bah, vous serez très à l'aise dans le parc et pour travailler la communication, communauté, Euroville, c'est une communauté, non? Ça existe toujours, il me dit, j'ai dit, oui, oui, ça existe toujours et tout. Bah, vous seriez plus à l'aise pour. C'est ce qu'on a besoin, comme des gens comme vous dans le parc, pour discuter avec les gens. J'ai dit oui, mais moi je veux juste nettoyer des bus. À ce coup-là, il a dit ok, d'accord. Et il m'a donné rendez-vous. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que pour moi, petit à petit, dans l'expérience du psychique, c'est une action. À chaque fois, ça mène à une action. Le psychique t'amène à une action précise, millimétrée, Ouais, qui est c'est dosée vraiment à la perfection pour ce que tu es dans ce moment précis, et qui va t'emmener plus loin après dans ton évolution. Si tu ouais. suis vraiment la directive, non seulement tu vas t'élargir, grandir et évoluer, mais en plus, tu vas avoir une action millimétrée précise qui correspond à toi, quoi. Ah bah c'est extrêmement précis, non? Parce que imagine que l'intelligence artificielle, je pars de Pondichéry et je mets en route un programme pour me permettre de rencontrer un gars sur le siège à côté de moi dans l'avion à Istanbul, dont le frère habite machin, elle va me faire passer dans la rue pour m'amener devant chez ma mère. Donc en réalité, je suis parti d'Auroville en taxi pour l'aéroport de Madras. Je me suis sorti de chez moi à Auroville et de là, j'ai été transporté pour arriver 13 jours plus tard seulement. C'est pas mal, j'ai pas traîné. 13 jours plus tard, devant chez ma mère, puis je sonne à Reims. Bonjour, maman. Chaque événement amène à l'événement suivant qui fait que tu arrives au bout du compte exactement là où tu dois aller, quoi. Enfin, ça paraît complètement fou, quoi. Enfin, Essaye de faire ça avec une intelligence artificielle, vas-y. Et donc, ça me fait rire, tu vois, parce qu'en fait, il existe déjà une technologie de la conscience, comme on pourrait l'appeler. ouais. Et l'IA, bah, c'est juste. C'est bien parce que quand il y a une caricature, ben, il y a une caricature. C'est-à-dire qu'une caricature, c'est la caricature d'un fait existant. Le fait existant, il paraît subliminal, hein, on ne peut pas le déceler, on ne le connaît pas, on ne le vit pas, mais on peut voir sa réflexion. Tu vois? Donc, quand il y a une caricature de quelque chose, c'est comme on dit quand l'imbécile, quand le doigt pointe le ciel, l'imbécile, on garde le doigt. Si tu regardes la caricature, tu dis, oh, ça va pas. Mais en fait, il te pointe que non, moi, je suis la caricature, le reflet, l'ombre. Donc, je me suis dit, s'il y a une caricature l'IA, c'est pour singer la conscience, cette conscience supramentale, cette nouvelle vibration dont ça te prenne par la genèse du surhomme et qui est en fait, c'est celle-là en fait que nous on doit emprunter. Ouais, je suis Et d'accord. là, c'est une copie, tu vois, qui essaie de limiter ça. Et en même temps, c'est un marqueur pour moi. Ouais, Si ça émerge, ça veut dire que la conscience pas supramentale plus. est elle aussi en train d'émerger de plus en plus présente. Et en fait, c'est un marqueur qui est très précis, hein, finalement. Voilà, L'ombre met un marqueur pour la lumière, en fait. voilà, Et, c'est ça que je veux dire aussi. C'est la même chose en fait. C'est que ouais, si ça fait ça, ça veut dire qu'il se passe ça. Ça veut dire que là, ça avance bien du côté non visible, parce que le côté flagrant et agressif, il est en fait que la projection de l'effet collatéral, enfin le contrepartie de l'autre. Donc il y a contrepartie, donc ça veut dire que waouh, ça avance bien.
c'est ça, c'est Le ça. pire c'est, mieux c'est. C'est intéressant de le voir sous cet angle-là parce que c'est vrai que Ouais. sinon ça peut faire peur un petit peu, mais au contraire, en fait, c'est positif. C'est qu'on avance vraiment dans la conscience de plus en plus, dans quelque chose de plus en plus concret, quoi. Regarde, dernièrement, je me posais la question, j'ai regardé des vidéos, tu sais, le surrender, on sait quel triple mouvement, aspiration vers le divin, rejet des mouvements faux et surrender. Ça va triple en un et le surrender, c'est un peu l'épitomée de ça. Et ben, je me disais, mais quand tu as déjà une aspiration, hein, on parle de l'espèce, hein, individuellement, pas arrivé à un certain stade, mais avant un certain stade, imagine au départ, tu as une aspiration pour le divin qui te met en route, qui te met en marche sur le chemin. Tu te dis, c'est quoi? Tu veux dire, faut que cette aspiration, elle augmente jusqu'à devenir un besoin, tu vois, vraiment. Mais tu dis, mais comment tu fais, en fait? Est-ce que est-ce que tu dis, comment est-ce que mon aspiration, elle peut devenir, comment rendre l'aspiration encore plus intense? Tu en as parlé aussi dans tes vidéos. Comment tu vas rendre l'aspiration plus intense au niveau d'une espèce? Parce que si c'est individu par individu, mais en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce. Et là, je me suis dit, mais en fait, toutes les circonstances, le pire sur Terre, adverse, c'est ce qui se passe maintenant. Jusqu'à un certain stade, c'est ça le mode opératoire. Ça veut dire que toi, tu aspires, au début dans la dualité, dire non, moi j'aspire plus au divin à cause de ce qui se passe là, je ne peux plus. Ça devient suffocant, on dit ça de près, on passe à une autre espèce que quand les conditions deviennent impossibles. Si tu supprimes les conditions impossibles, tu Bah, tu retombes. Donc là, on a un premier stade, bon, dualité, où on doit tous être poussés, sinon on n'avance pas sur le chemin. On s'assoit, on dit c'est bien, là, c'est pas mal, ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux aussi. Mais on Ouais, regarde, ça pourrait être pire. Et puis ça nous pousse, on ne peut pas rester. La mort nous pousse, hein, à délivrer la maladie, à trouver tous les contraires. Donc je me suis dit, tout ce qui est négatif, dernièrement, c'est mon expérience maintenant, tout ce qui est le pire, qu'on peut voir, hein, l'horreur qui se déballe, bah, ça signe que ça va vachement bien, vachement vite en vérité. Parce que ça veut dire que ça ne peut qu'augmenter l'aspiration déjà, qui est déjà naissante chez les gens. Et les prises ouais, de conscience, et les trucs. Donc à chaque fois qu'ils frappent un coup pour enterrer les gens, il y c'est a des graines qui germent. Donc à chaque fois qu'ils nous enterrent, comme disaient les Indiens, chaque fois qu'ils nous enterrent, ils oublient qu'on est des graines. Donc ils nous enterrent, mais en fait, ils nous donnent des conditions pour pouvoir germer. Donc moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que plus ça sera virulent en face, plus ça nous émancipera. Et en fait, il n'y a plus rien à faire. Enfin, si, il faut continuer, mais ce que je veux dire, plus ça va être virulent, plus ça va faire émerger la conscience et ça va nous permettre de passer à quelque chose de plus sympathique. Mais ce passage-là, c'est vrai que pour les gens, au premier abord, c'est pas agréable. ben, on pourrait dire que c'est le mode opératoire en tant qu'espèce, globalement, collectif. Pour des individus, il y a un point, un moment très net par lequel tu passes où tu vois que ah ben, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'adversité, il n'y a plus besoin de contre, parce que maintenant, je suis que dans le pour. Ça veut dire, en fait, c'est là que tu passes dans l'aspiration, pas par rejet. Il y a le rejet des mouvements faux, il y a le surrender, il y a l'aspiration, mais d'un seul coup, tu n'es plus poussé par derrière parce que tu veux ne plus avoir, tu es tiré vers l'avant. C'est plus tout le passé ou le présent qui te pousse, c'est le futur qui t'étire à lui. Et là, il y a un moment de bascule où tu recherches le divin que pour lui-même, pour l'amour du divin. Donc l'aspiration, d'un seul coup, elle devient exponentielle. Le surrender, il ne peut que se perfectionner et le rejet des mouvements faux devenir de plus en plus total, de plus en plus automatique. Il faut que ça devienne un automatisme. Sinon, il y a l'effort. Donc après, il y a l'effort qui se mue de plus en plus en absence d'effort. Et la seule chose qui freine, c'est plus les circonstances, les frottements, tout ça. C'est ce qui reste de préférence ou d'individualité en toi, les résistances quoi, que tu dois débusquer. Tac, 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 tac. Mais après, oui, ça devient un non-duel. On pourrait dire qu'on les autres parlent, mais il n'y a plus de dualité. C'est-à-dire, c'est pas je veux le contraire de ça pour me sentir bien. C'est plus dans les contraires. Tu dis ah non, je veux le divin. Pas pour faire le contraire du divin, parce qu'en plus, tu as compris entre-temps que c'était pas le contraire du divin. C'était la main gauche et la main droite du divin, et que c'était un visage du divin, et à l'autre bout, c'est l'autre visage du divin. C'est qu'une échelle divine. Donc déjà, une échelle divine, ben, il n'y a pas de bien et de mal, pour être contre, de haut et de bas. Oui, Il il n'y a pas de dualité du tout, en fait. n'y a plus de Mais dualité à ce moment-là. ouais.
Il n'y a plus d'adversité, donc plus de dualité. Et tout ce qui paraît pire, après, ton regard, il change et tu dis, oh ben non, en fait, quand tu regardes vraiment bien, tu sais, tu restes calme, ben, le voile, tu passes à travers et tu vois, ah ben non, c'est toujours en fait aussi bien, en fait, même là. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à percevoir de cette manière-là. Et donc, bah, l'atmosphère globale est en train de changer. C'est vrai qu'au premier abord, tu dis, bon, vu cette fin d'année, comment l'atmosphère globale, elle est pesante, tu dis, ouais, mais non, en fait, on en est loin. Et en fait, non, c'est justement parce qu'elle est de plus en plus pesante que tu peux te rendre compte que ça va faire émerger de plus en plus de gens qui vont se sortir de cette pesanteur. Et plus il y aura de gens qui vont se sortir de cette pesanteur, plus ben, on va être puissant, on va Ouais, transformer ouais, les. c'est un peu l'extrême inverse. Hein. Schroeder disait, la nuit n'est jamais aussi noire que juste avant l'aurore. Et il y a des gens qui sont toujours dans une routine, tu sais, j'imagine, bon, tu vois, à Paris, ils se sont dit, oui, mais il faut que je sorte, il faut que je change les conditions, il faut que je sois une autre vie, comme toute la vie, yoga. Donc, tout ce que tu fais dans la vie, c'est un yoga. Et on peut le comprendre aussi comme toute vie est yoga. Un scarabée, il est en train de. C'est il commence sans le savoir. Toute vie est yoga. Après, toute ta vie consciente est yoga. Mais les gens qui sont à Paris, tu sais, qui font métro, boulot, dodo, ou qui sortent, ils voient déjà tes conditions, tu vois le temps qu'il fait. Eh ben, ils peuvent changer ça, tu vois. Au lieu de météo, métro, boulot, dodo, météo, métro, boulot, dodo, et de dire, bah, je prends les conditions telles qu'elles sont là où j'en suis, et je les prends et je les vois autrement, je les oriente différemment. C'était un peu le sens d'Auroville, tu vois. Auroville, c'était pas de créer une ville, des activités spirituelles. On a les mêmes activités que dans la vie, on a les mêmes travers humains, même exagérés avec la loupe concentrée de la force de mer qui est là. Et ils font quoi des activités, on pourrait dire, triviales, je veux dire, bon, jardiner, élever des enfants, ah, mais il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui venaient à Auroville et disent, oh, ils s'en vont. Parce qu'ils disent, ah, mais c'est pas la vie spirituelle, en fait. Et oui, on imagine les gens reclus en méditation permanente et ils font rien d'autre que ça, quoi. Mais Oui, c'est il y pas a un ça. truc méditatif, tu vois, voilà. Et au début, quand il y avait la construction du matrimonial, avant que moi j'arrive, quand il coulait le béton, il y avait deux tribus. Il y avait les vitaux, au début 68, et les supramentaux, ils les appelaient. Les vitaux, c'est ceux qui étaient tout le temps, donc qui fumaient un peu, qui buvaient un peu de bière, bah, pas trop, mais qui fumaient qui avaient leurs cigarettes, et puis qui allaient travailler, qui faisaient des tours de 8 heures de bétonnage, de matrimonial. Et tu avais les supramentaux, eux, qui, avaient, qui travaillaient moins, pas, parce qu'ils étaient dans la lecture des heures, la méditation, la concentration, enfin le yoga intégral, soi-disant. Et il y avait ceux qui travaillaient au matrimonial, c'était les vitaux. Et il y avait cet après-midi, il a dit, il y a tout un tas de feignants là-bas qu'il faut bien dégager. Du coup, ils n'ont pas compris. Ben non, ça prenne. Non, ils croyaient qu'il était. Enfin, bref, de leur côté. Ouais. Et donc, ben, bref, c'était comme ça au départ. Il fallait travailler de l'action parce qu'ils savaient très bien que les gens, sinon. Et tu sais que Ouais, ouais, changer la donne, tu vois. Tu prends un travail, même dans le métro, boulot, dodo, donc, et d'un seul coup, tu fais boum. Tu vois, je Mais sais tu que sais que les euh, autres. le début de ma sadhana, moi, c'était à Paris, hein. Je travaillais Non. à Paris, je prenais le métro et j'avais lu ça de près qui disait, ouais, celui qui arrive à être un sadak à Paris, oui, mais effectivement, c'est des grands sadaks, les Parisiens, parce que celui qui arrive à rester zen dans l'atmosphère parisienne, eh ben, c'est intensif, hein. Et Ouais. je pratiquais ma sadhana. Je me souviens, j'allais bosser et tous les midis, j'avais la synthèse des yogas en train de lire ma synthèse des yogas et être intériorisé. Et c'est comme ça que j'ai pratiqué le yoga théâtral au tout début, hein, en plein Paris même, hein. Ah oui, oui. Et ça, ça me rappelle une phrase de Shkrobindo, un aphoriste qui se résume à peu près à ceci. Il dit tourne tout en miel. Parce que c'est ce que c'est, en fait, en vérité. Donc, tu vois, ouais, métro, météo, métro, boulot, dodo, et tout ce que tu veux, ça peut devenir un nouveau mantra au départ. Et là, tu dis, bah, de toute façon, après, le divin, il créera de nouvelles circonstances. Il faut d'abord accepter ce qu'on est, et là où on est, ce qu'on fait, pleinement. Pour de là, pouvoir bouger, tu sais, c'est comme si tu étais sur une carte à Paris. Et
pour savoir où tu veux aller, il faut savoir déjà où tu es exactement et pas n'importe où ailleurs. Je suis pas là, je suis là, je suis mieux que ça. Vous êtes ici. Moi, ça m'a toujours marré. Je regardais les cartes de Paris. Vous êtes ici. Oui, Voilà, vous êtes ici. Vous n'êtes pas ailleurs. Voilà, vous en êtes là. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Et vous allez là. Si tu n'as pas vous êtes ici, tu n'auras jamais le nécessaire pour te diriger vers l'autre, la destination. Donc, c'est tu ça. pars du point, tu pars d'un point et là, c'est pas tu des circonstances que tu aimerais que ça change ou pas, elles vont demeurer aussi longtemps que c'est bien qu'elles soient comme ça, même si tu sais pas pourquoi, puis ça va changer. C'est très bien que le divin il interviendra, parce que dans une ligne de Savitri, il y a une ligne qui dit une dette mutuelle lie l'homme au divin. Alors cette dette mutuelle, c'est quoi? C'est, eh ben, pour moi, hein, ce que j'en comprends, c'est que d'abord, la dette, le divin, nous, on a une dette envers le divin, c'est d'être créé en tant qu'être conscient, aspirant au divin sur Terre et faire l'expérience de la vie, qui est due entièrement au divin. Ce qu'on est, c'est le divin, et on est là parce que seul le divin est. Et quand on prend conscience de ça, de notre véritable nature divine, et qu'on se met à rechercher consciemment, sincèrement le divin, lui, sa dette, c'est de mettre tout l'univers travailler dans le sens. Tout va dans le sens, dit Saint-Prêtre. Donc sa dette à lui, c'est peut-être après de nous mettre le chemin qu'il faut, et de construire le chemin au fur et à mesure, sous nos pas, pour, comme il disait Saint-Prêtre, à un moment, il disait, si vous avez besoin d'une vérité vraie, mais cette vérité vraie, elle naît sous vos pas, de vérité, un chemin de vérité. Voilà. Et en fait, c'est une co-création. J'étais en train de regarder l'heure. Je sens qu'on pourrait parler des heures tous les deux. Ouais. Faut que je fasse gaffe. Mm. Et je vais quand même te poser une petite dernière question. Qu'est-ce que le yoga intégral a changé dans ta vie? Parce que quand on écoute ton histoire, ça a changé absolument tout dans ta vie. Mais concrètement, ça a changé quoi dans ta vie? Ouais, je me dis souvent, j'ai cette formule, parce que j'ai discuté avec un ami il n'y a pas longtemps, et il me disait, ouais, j'arrive pas à faire entrer ça dans ma vie. Et je lui disais, bah ouais, bah normal. C'est parce que c'est pas, tu dois pas faire ça, entrer ça dans ta vie, c'est que tu dois faire entrer ta vie dans ça. Tu vois, c'est ta vie qui doit faire partie qui doit être, faire partie de grand tout du divin. Si c'est le divin qui fait partie de ta vie, ça veut dire qu'il fait partie de ta vie. Et il y a d'autres parties qui font partie de ta vie. Tu as combien de parties? Mais si tu fais ta vie fait partie de ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, on pourrait le dire, c'est que au lieu que ça fasse partie de ma vie, à un moment, ça monte, ça remplit tout. C'est comme un noyer, en fait. Mhm. Il y a un moment de submerge. Tu es submergé, et après, c'est ta vie qui fait partie de ça. Et qu'est-ce que ça a changé dans la vie? Déjà, et d'une, euh, au début, c'était dans, comme je disais, dans un état de l'Inde, localisé. Oh, il faut être à cet endroit, tu sais. Et puis tout ça, ça a fondu pour devenir un état intérieur qui fait que, eh ben voilà, tu l'as partout avec toi. Bah, connexion avec l'être psychique, on pourra dire, c'est pas, ça veut rien dire. Simplement, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ce sens, voilà, de la présence. C'est cette chose que je disais qui était la plus profonde, c'est que dans ces synchronicités, c'est pas des synchronicités, tu vois, le fonctionnement un peu comme ça, vrai, tout se fait sans effort. C'est bien, on pourrait dire c'est des mécaniques, c'est des forces, comme l'IA, c'est une force, c'est impersonnel. Mais en fait, tu sens une présence, parce que en fait, cette façon de faire les choses, c'est une façon de faire les choses de genre personne à personne. C'est comme quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, c'est personnalisé avec une attention qu'il faut bien connaître la personne, c'est très, très intime. C'est plus intime que tu te connais mieux que toi-même. Tu te connais mieux que toi-même. Donc c'est profondément intime. Donc c'est la présence, c'est très touchant, tu vois. C'est quelque chose qui est absolument écrasant à un moment. Pour ton ego, c'est écrasant. Et là, tu sens cette vibration. Et tu dis oui, c'est ça qu'on va appeler l'être psychique. Bah, tu n'as pas envie de dire que tu es en contact avec ton être psychique ou pas. Ça ne sert à rien. Mais tu vis ça et tu dis ouais, et tu sens cette vibration très spéciale, très présente, profonde. Et ça, voilà, ta vie, ben, qu'est-ce qu'elle a changé? C'est que euh, c'est une vie qui est plus conçue comme une période de temps entre la naissance et la mort, déjà. Déjà à la mort, hein, parce que c'est les dernières vidéos que j'ai fait avec Marie, c'était là-dessus. Mon expérience personnelle a su, elle a aussi
de la mort elle-même, suite à ces rêves, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que, depuis enfant, j'ai été confronté un nombre, on pourrait dire anormal de fois à la mort. Et quand j'étais confronté, ces nombres de fois à la mort, j'avais déjà eu le rêve initiatique par rapport à la mort, tu sais, d'enterrer tout ça. D'où l'importance chronologique des choses. Parce que quand je me trouvais en véritable situation d'une mort, vraiment, à côté de moi ou, aussi près que ça peut l'être sans que ce soit la mienne, et ben, j'étais prêt déjà. J'avais déjà l'acquis, enfin l'expérience qui faisait que je pouvais, c'était une initiation qui pouvait me permettre de traverser ces périodes. En même temps, je me dis: «Mais elle serait pas arrivée si j'avais pas eu ça non plus». Eh oui. Donc, c'est pas que j'étais prévu que j'arrive et heureusement, beh, comme c'était prévu que j'arrive par la soura, le divin dit: «Oh, mais je te donnais une formation avant pour te pas». Non, c'est des trucs qui nous dit: «Ah waouh, la mort, la mort, la mort, la mort». Du coup, vraiment, ça a perfectionné le truc dans la matière, la vie de tous les jours. C'est devenu vraiment de l'expérience à la conscience à l'expérience tous les jours, hein. Même le jour où je suis arrivé à Pondichéry, première fois, je vais me balader au bord de la mer, ce matin, je suis allé au Samadhi, bing! Un cadavre qui arrive et qui s'échoue sur la plage, roulé par les vagues. Voilà, ça, un tamoul comme ça, en dos-til, en longuille. J'y vais bourré, le gars, il est dans l'eau, il va se noyer. Moi, je vais sur la plage comme pour le sortir de l'eau, tu vois. S'il est en train de se noyer, il est bourré, tu sais, il était bourré en plein jour, quoi, c'est pas fréquent. Et je vais pour le prendre. Et puis, il était déjà mort, en fait. Je sais pas combien de temps il était tombé. C'était un pêcheur qui était tombé et que la mer l'a rejeté sur le rivage, je sais pas, en plein jour. Les gens, tu sais comme ils sont en Inde, ils passent à côté, qui regardaient. Pouf. Et j'ai eu, ça a continué plein de fois comme ça. Avant de partir à Auroville et puis même juste pendant toutes les années à Auroville. Et franchement, c'était à chaque fois pour confirmer c'est vraiment assez profond la fondation. Enfin, c'est une transformation, c'est juste une maîtrise de quelque chose. La différence entre bon, bah, j'ai une maîtrise quelque chose, j'ai pas peur de ceci, ou c'est une transformation, il n'y a pas quelque chose qui monte et qu'il faut de nouveau gérer contre dedans. J'ai pu, voilà. À chaque fois, il y avait ce truc qui venait en avant, dit tu sais bien, enfin, spontanément. Donc, je me suis dit, c'est quand même une condition sine qua non, si tu veux, pour les temps qui courent. Oui, puis ça fait partie Dans de ce ton yoga choix de vie. intégral, je dirais même dans ce yoga intégral, c'est un fondamental par la connaissance mentale au début, ne serait-ce que la connaissance mentale, bon, mais au niveau émotionnel et puis même physique, hein, parce que j'ai vécu aussi une expérience avec le bison qui avait été relatée dans 2 numéros de la Gazette. Ouais, ouais, d'ailleurs, si vous voulez La connaître première fois que l'histoire. j'en parlais, hein, j'ai jamais écrit en fait en 20 ans. J'avais jamais Ah écrit ouais. ces trucs non, non, j'avais jamais écrit, et personne ne savait en fait, même en Auroville, ce qui s'est vraiment passé. Et puis un Alors jour, pour un les gens jour, qui nous il faut écoutent l'écrire. pour les gens qui nous écoutent, l'histoire du bison, parce que je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de la raconter, Non, non, mais on peut pas la vous raconter du tout, parce vous qu'elle est allez dans la Gazette, mais je sais plus quel numéro. vous allez sur le site Mère Divine et vous allez voir, il y a les gazettes, du yoga intégral et ben, dans les 2 des gazettes, je crois que ça doit être le numéro 2 et le numéro 3 ou le numéro 1 et numéro 2, quelque chose comme ça, où il y a toute l'histoire, qui est quand même assez incroyable, cette histoire, hein. C'est juste pour dire qu'en fait, elle m'appartient plus et qu'il fallait qu'à un moment, après 20 ans, pour 20 ans après, mais comme quoi, hein, tu vois, le temps qu'il faut, des fois, on croit que et c'est parti et voilà. C'est comme si elle écrit comme ça, elle est partie et ça montre quelque chose de plutôt impersonnel, en fait. Bien que quand ça m'arrivait, ça paraissait très personnel, mais mais c'est impersonnel, ça montre, un exemple, on va dire, un archétype, une situation, quoi. Oui, puis ça te La permet peur de la mort, dans les cellules physiques. ça te permet de voir aussi ta propre évolution à travers ton histoire. Moi, ça m'avait donné juste, ouais, la dernière expérience, je vois, OK, dans le mental, dans le vital, d'accord. Et physiquement, tu sais, j'avais déjà des expériences au début, où d'un seul coup, tu vas pour traverser, il y a un cheval qui arrive, tu sais, tu as pas peur des chevaux, par exemple, tu vois? Tu as pas peur des chevaux, tu connais les chevaux, tu en as déjà vu, tu vois? Et là, il y a un truc dans ton corps, d'un seul coup, qui dit: «Ah, il y a de la peur» et tu te regardes comme si c'était un petit enfant qui dit: «Mais attends, à côté de toi, il dit: "N'aie pas peur, des chevaux"». Mais c'est pas un petit enfant, c'est à l'intérieur de toi. Et tu as quelque chose dans ton corps qui est là, qui a encore une peur du cheval. Alors, tu sais plus pourquoi, hein. Est-ce que c'est un cheval qui l'a été écrasé, poussé par un cheval? Mais c'était pas dans les émotions. C'est rigolo, c'est grouillé comme ça partout, chut, comme des bulles de champagne partout dans le corps, et ça faisait peur. Puis d'un coup, tu mets la raison là, enfin la raison, la connaissance.
Donc, mais avec le bison, ce qui s'est passé, c'est que là, mon mental, il n'y en avait plus, émotionnel, bah non. C'était juste au point, bah, je meurs. Et comme j'ai expliqué dans le truc, je décroche. Tu vois, donc, je lâche pas. Et là, c'est celui qu'on fait trop calme. Elles ont aussi décroché. Donc, c'était, tu vois, on pourrait dire que tout ça, c'est arrivé là, quoi, le changement dans la vie. Et c'est constant, c'est un chantier toujours en cours, bien sûr, évidemment, il n'est jamais fini, tu vois. Ça continue de changer, en fait. Mais ça remodèle ta vie, oui, c'est sûr. C'est pas que ça change quelque chose dans ta vie, ça remodèle, c'est constamment en train de remodeler ta vie. Ouais, ouais, c'est pas quelque chose qui est figé. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Non, ça suit Hum, son évolution et à chaque instant, tu es en train d'être remodelé. J'aime bien ce mot-là, justement. Là. Je dis souvent, moi, que la mère, à travers notre expérience de vie, elle nous modèle pour pouvoir accueillir de plus en plus cette force particulièrement puissante. Donc, ça nous élargit progressivement chaque événement de vie. Si tu les suis de manière psychique, on va dire, ça ouais. t'élargit et ça te permet d'en recevoir de plus en plus cette puissante force évolutive. Et là, on parle juste de la mort, tu vois, mais après, même, tu dis, ben alors, c'est la naissance, mais même ta naissance, parce que c'est un truc, c'est assez drôle, tu dis, ben, quand est-ce que ça a commencé euh, à aller dans la bonne direction pour rencontrer mère et je prends Windows, faire le intérieur, d'arriver où je suis là aujourd'hui. Alors, tu dis, oui, quand je suis parti en ville. Ben oui, mais pour partir en ville, il y avait un truc avant qui m'a fait partir en ville. Et ce truc avant, il a fallu qu'il y ait un truc avant. Donc, il y a toujours une cause, Bien sûr. tu vois. Et dans les Upanishads, on parle de l'un sans second, Nico, tu vois, l'un sans second, le non-né et le non-né. Donc, il y a la naissance aussi, ça part, cette notion. Quand est-ce que ça a commencé? On pourrait dire, Mais si j'étais pas né là où je suis né, ça n'aurait pas fait. non, puis ça va encore plus loin parce que là, on voit les choses de manière individuelle pour nous. Mais en fait, c'est plein de circonstances, de plein de gens, comme ce monsieur dans l'avion, de, ah oui, quand ça a commencé tout ça, enfin, ce monsieur, ça a commencé à un moment donné pour lui aussi. Et en fait, ça a commencé à chaque individu à un moment donné. Et pour chaque chose vivante, ah oui, c'est vrai, tu vois, je pensais même pas à ça pour te dire. C'est-à-dire que les autres, il faut tous les paramètres aussi. Tu les gères pas ces paramètres. Moi, j'ai pas contacté le gars pour qu'il prenne la même jour que moi. C'est ce que je veux dire. Donc, oui, donc il y a cette notion de temps, la mortalité, le physique. La mortalité, il n'y a plus de mort. La naissance, il n'y en a pas vraiment eu, en fait. Au début, il n'y a pas de fin. Et puis, il y a la notion spatiale aussi de la concomitance de tous les facteurs physiques en même temps qui doivent arriver à une synchronisation, un truc. ça paraît complètement dingue, en fait. Si tu Ouais, y voilà. penses un petit peu sur la chose, tu dis, mais comment ça peut être aussi millimétré de perfection quand même? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Parce que si tu commences à faire ça, c'est bon, tu vas griller là. Mais remarque, si tu veux te débarrasser du mental un peu rapidement, lui faire le court-circuiter, et puis dire, bon, on verra qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste, comment si je passe d'arriver à survivre à ça ou après l'autre côté, bon, allez, coûte que coûte. Si tu es à la fin de ta vie, tu dis, bon, là, je suis pas, je sens que, allez, je tente le tout. Oui, d'accord. Mais sinon, parce que Non. tu vois, l'histoire de la poule et de l'œuf, hein, Ah bah, c'est ça, on arrive à quelque chose, t'as comment pas de dire, réponse. mais tu peux essayer. Une fois, je me suis pris la tête, on va dire, c'est le cas de le dire, entre quatre murs, parce que j'étais dans un petit studio chez moi avant de partir en orbite. Je dis, hmm. Alors, quand ça a commencé, tout ça, l'univers, Big Bang, bah ouais, mais Big Bang, il n'y avait pas rien avant. Donc, il y avait quelque chose, mais où ça commence le début? Un truc qui est la première cause de tout le reste, mais dont rien n'est la cause. Ah, tu vois, je ne veux pas aller loin. Mais... Et d'un seul coup, ça a fait comme ça. Je dis, oh, j'arrête. Je me dis, ça va pas. J'ai senti un truc, les sueurs, et il faisait pas chaud pourtant. Hein. Je me suis mis à suer. D'un seul coup, j'ai dit, oula, et puis j'ai essayé de pousser un petit peu, peut-être que. Et puis là, non, tu vois, je me suis calmé. Mais ton mental, d'un seul coup, ça fait comme si, tu sais, il faut accepter de se noyer. C'est un peu, t'as l'eau qui monte et allez, Mais tu sais, en fait, c'est pour ça que j'aime bien cette notion de surrender. ah oui, C'est-à-dire, hein. OK, de toute façon, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout percevoir, je ne peux même pas concevoir ce qu'est le divin. OK, mère ou le divin, OK, je m'offre à toi, toi tu sais mieux que moi,
et je vais faire ce que tu me demandes, au millimètre. Et petit à petit, bah, les choses deviennent vraiment sacrément différentes et ça devient vraiment Passionnant, intéressant ça devient parce que passionnant. ah mais ça devient c'est extraordinairement passionnant parce que tu vois, et tu vois, moi j'essaie d'en parler et toi aussi tu essaies d'en parler dans les vidéos que tu fais, dans le blog et tout Ça ça, devient pas mal, ouais. Mais bon. mais c'est absolument impossible à exprimer. C'est quelque chose qui t'appartient, avec tes preuves à toi et tes circonstances, tes coïncidences, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, Ah oui, 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 bah, de toute façon, voilà, ce que le yoga intégral apporte à la vie, c'est que voilà, un sens total, intégral à chaque instant. Voilà, tu es dans le sens. du coup, on va arriver à la fin quand même, parce qu'il faudra qu'on arrive à terminer à un moment donné. Je vais te poser une dernière petite question qui est, est-ce que tu as un livre dans le yoga intégral qui t'a marqué plus que les autres, que tu conseillerais aux Alors, gens? soit il y aurait la réponse logique, qu'est-ce que je conseillerais aux gens? Mental, il faut dire ça, il faut mieux qu'ils disent l'agenda, l'aventure de la conscience. Mais c'est pas ça que je te demande. C'est pas ça que tu me demandes. Le livre qui m'a plus marqué, c'est La jeunesse du surhomme. Et Ah, on pourrait dire le livre de Sacrum qui m'a plus marqué, le truc d'Amer qui m'a plus marqué, le truc de Chemin qui m'a plus marqué. C'est un peu difficile, hein. Mais la jeunesse du surhomme, parce que la jeunesse du surhomme, même Sacrum, c'est quelque chose qu'il a dépassé lui-même. C'est quelque chose, on voit l'effet que ça a eu sur Mère dans l'agenda. Elle a dit que c'est vraiment un passage inespéré pour d'un seul coup le saut évolutif qu'il a fait cet après-midi, qu'elle-même, elle dit j'ai envie de pleurer, te dire merci mon petit. Bon, c'est pas anodin. Et il dit moi, en 3 mois, il l'a écrit et il savait pas ce qu'il avait écrit. Il allait lire chapitre par chapitre à Mère en découvrant ce qu'il avait écrit, tu vois, en étant même un moment ému dans un chapitre lui-même aux larmes, avec les sanglots qui brisent sa voix en lisant ce qu'il a écrit. C'est bien que c'est spontané, tu vois. Je veux dire, donc, effectivement, je pense que c'est le livre le plus important qui a été écrit. je fais une Pour le petite yoga, parenthèse, pour les gens, pour les gens. je fais une petite parenthèse parce que Chacun peut lire. la notion du surhomme dans le yoga intégral pour Satprem, pour Mère, c'est le passage intermédiaire entre nous maintenant, l'homme, l'humain, et l'être supramental. C'est-à-dire entre les deux, il y aura un être intermédiaire qui sera ce surhomme, qui ne sera pas tout à fait supramentalisé, mais qui ne sera plus tout à fait non plus un humain comme avant, quoi. Voilà, oui, oui, bien sûr. Il équivaut au plan du surmental à peu près, tu vois. Il commence à avoir la conscience d'un dieu, sauf qu'il a ce que l'indieu n'a pas, il a l'être psychique. Donc, Ça, le plus important. c'est un dieu incarné avec un être psychique, en fait. Tu vois? Et oui, Ça, ça, c'est pour les gens, tu vois, c'est pour les gens. ce que tu viens de dire là m'interpelle vraiment beaucoup. Un Dieu avec un être psychique. Alors, juste pour rappeler, pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas toute la compréhension de tout ça, euh, Mère disait que seul quelqu'un qui est incarné dans la vie matérielle physique de la Terre a un être psychique. Que les dieux, qui sont dans le surmental, n'ont pas d'être psychique. Et non, Et que s'ils veulent, en tant que Dieu, avoir un être psychique, il faut qu'ils s'incarnent sur Terre. exact, ouais. Et donc là, ce que tu viens de dire, et c'est assez intéressant, c'est que le surhomme a cette qualité du Dieu, c'est-à-dire Ouais, une vision déjà surmentale, quoi, même une capacité très très surmentale. large, mais avec un être psychique parce qu'il est dans l'incarnation de la Ouais. matière. L'intimité de l'incarnation avec l'amplitude de la conscience, cette conscience et à travers un être psychique, il s'humanise et là, il rentre la transformation, l'action évolutive. Tu sais, c'est intéressant de finir sur ça parce que depuis 2 ans presque maintenant, je croise beaucoup de gens qui sont dans le yoga intégral et qui me parlent de supramentalisation. Et moi, j'entre rarement dans ce genre de sujet parce que je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Moi, Emmanuel, dans mon évolution, je ne sais pas encore Mm. ce que ça veut dire supramentalisation. Par contre, la notion surhomme, l'intermédiaire, oui, Ouais. ça, j'arrive à percevoir un tout petit peu ce que ça veut dire. Et si j'observais un tout petit peu en moi-même, je me sentirais plus proche dans mon évolution de ça que d'une supramentalisation que je ne comprends absolument pas. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est comme moi, hein, c'est pareil. Donc, je n'ai pas d'attente, ni quoi que ce soit, tu vois. C'est le présent, et puis
enfin, pas dire pas la perfection, mais la sincérité la plus grande dont tu es capable à cet instant-là. Voilà, c'est ça Ouais, qui. Hein. ouais, ouais et quand je dis tout ça, c'est que peut-être qu'il y a un travail de supramentalisation, mais j'en suis pas conscient en tout cas. À notre insu, ça c'est sûr. Voilà. Bon, tu vois, on peut savoir sans savoir, mais on peut avoir des contacts physiquement avec cette énergie, cette force. Parce qu'avant, Complètement. ce qui était drôle, avant cette descente, on pourrait dire 1956, le yoga Chikuromindo, il y avait ce yoga intégral par phase. Et il est coutume de penser que d'abord, il s'emparait essentiellement souvent les trois quarts, 9 sur 10 du mental, par la connaissance, les livres et tout ça, la gnana yoga, tu vois. Mais que d'autres qui n'avaient pas cet accès à la connaissance, des différentes aptitudes émotionnelles, par exemple, si c'était un tempérament artistique, ils allaient mettre ça dans le service de la dévotion, bhakti. Et puis d'autres qui n'avaient pas aucune de ces deux tournures d'être, ils étaient dans le travail, les Aurovignats. Ils arrivent au début, la matière, les vitaux, soi-disant. Le karma yoga, tu vois. Et on pourrait dire, mais quand même, ça commence, il prend contact avec nous dans le mental, d'abord comme une notion de connaissance, il n'arrive pas dans le vital, sinon il brille plus pour les lumières du vital, nous prend des vessies pour des lanternes. Donc s'il rentre dans le vital, tout de suite, ça peut semer la confusion. Et dans le corps, encore moins, puisqu'on se dit que c'est la matière, donc c'est encore plus dur. Mais en fait, enfin, ce que j'ai dans le sens, c'est qu'avec cette descente de 1956, que maintenant c'est égal pour lui. Il Ouais, peut, il peut agir directement dans le corps, sans passer par le mental et le vital, mais par contre, on ne fera pas l'économie d'une transformation du mental et du vital parce que ça commence par le corps. L'illusion de dire, oh, ben, j'en suis directement dans le processus, comme ça le prenne, la transformation du corps, du coup, mental, vital. Non, non. Mais par contre, il peut faire un point de contact, il dit là où, tiens, là où ça répond mieux, parce que Tantanol Carnet, puis Chomino disait tout dépend d'une seule chose, c'est la capacité du corps à supporter le toucher du supramental. Il n'a pas dit, faut, allez, 40 ans minimum, hein, d'abord le mental. Non, non, non. Et même avec 300 ans pour un corps, avec ce que ça a fait dans son corps avec Carnet, soleil bleu, tout ça, c'est beaucoup plus proche. Il dit, je laisse à d'autres le soin d'améliorer le processus. Donc, ça veut dire que il y a bien sûr, il y a cette humilité qui dit non, 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 il y a toute vieille école, n'importe quoi, de se sentir déjà dans le supramental et tout ça. Évidemment, il faut faire très attention. La supramentalisation, on voit au Québec aussi, des amis du Québec, ils voient très bien ce qui se passe chez eux aussi, l'université supramentale, les Québécois. Bref. Et puis le taxi, là, comment il s'appelle, cherche le gars, là, Bernard de Montréal. Bernard de Montréal. Moi, je dis ça parce qu'à un moment, il a fait taxi, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais eh ben oui, le supramental, le supramental, le supramental. Donc, mais il nous parle d'astral, d'archon, de machin. Tu vois, c'est ce qui s'est passé quand le supramental arrive dans le vital. Et après, il prend ton mental et lui. Donc, peut-être, il s'est dit, c'est plus sûr dans le corps, parce que dans le corps, c'est oui, boum, tu as un truc dans le corps. Il y a, enfin, moi, par mon expérience, tu vois, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté. Ouais, Au niveau du mental, si tu imagines plein de trucs. Tu peux même, tu as la puissance de recréer une expérience similaire virtuellement, avec des sensations, des lumières, avec le mental, tu vois, c'était fort. Le vital aussi, dès qu'il y a des lumières, oh, c'est plus humain, c'est déjà supramental, c'est sûr. Mais on disait, dès que c'est plus humain, normal. Mais le corps, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a une chose là. C'est dans ton corps, tu dis, ah, je sens ça, je sens ça. Hein. Tu ne peux pas dire, si il y a beaucoup moins, il y a plus de place. Enfin, pour moi, ce que j'ai ressenti quelquefois, tu vois, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. ouais, c'est vrai, Il y a c'est différent. cette densité avec cette intensité. Moi, j'appelle l'intensité, en fait. C'est pour moi, tout seul, perso. Mais intensité, ça veut dire que c'est une intensité, mais c'est une densité. Et puis, ça part pas parce que tu es en super bonne concentration. Ça rentre pas parce que tu es en concentration, méditation. Ah, je suis super bon état, là, en surrender parfait, inspiration au top. Bien comme il faut, là. Je suis parfait, là. Il se passe rien. Et puis, d'un seul coup, tu es en train de faire un truc banal. J'aurai une autre anecdote dans une autre vidéo. Incroyable. Mais complètement trivial. Et là, boum, wow, tu es arrêté dans ton activité, tu es immobilisé, boum. Et là, tu es, comme, t'es comme pris d'un seul coup dans un
couler de quelque chose tellement dense, du granit, tu peux pas. Et c'est tellement plein, compact, tu vois, c'est adorable. Le mot qui vient, c'est adorable. C'est-à-dire, c'est quoi pour. Il n'y a pas de mot. Adorable dans le sens, tu veux l'adorer. C'est adoré, c'est comme un Dieu. Mais en fait, tu dis, ah ben là, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a rien, on ne peut pas tricher là. C'est plein, tu ne peux pas faire d'eau, tu peux pas mettre un verre d'eau, tu vois, à la place d'un autre verre d'eau, il est plein, tu le remplis, il déborde. C'est là. Dans la matière, une chose peut être là physiquement, pas à la place d'une autre. Dans le Ouais, ouais. mental, dans le mental, tu peux avoir trois idées différentes, thèse, antithèse, synthèse, hypothèse après. Mais, Et mais après, c'est dans le bien que vital, quand j'ai des émotions, c'est pareil, tu vois. Ouais, je me sens bien comme ça, mais peut-être que non, en fait, je passe d'un truc à l'autre. Et dans la matière, tu passes pas d'un truc à un autre comme ça. La matière, c'est une seule chose physiquement à cet endroit-là. Et quand tu la sens, en plus, tu sens la carité, tu sens la, tu sens que c'est pas connu de ton corps. c'est bien que tu amènes cette petite nuance justement parce que enfin, c'est vaste le yoga intégral. Il y Oui. a 1000 manières d'appréhender le chemin. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces entretiens. C'est pour montrer toutes les différentes manières d'appréhender, de le vivre, le percevoir, d'y arriver. Et pourtant, quand tu lis l'aventure de la conscience, il te parle du mental pour l'apaiser, après apaiser le vital, justement pour être à l'écoute le plus précisément possible de ce qui se passe dans le corps à la fin, quoi. C'est la même chose, en fait, qui se décline, qui se manifeste d'un mode opératoire différent dans chacun des trois. Dans le mental, ça va prendre la forme de silence mental. Et c'est la même chose dans ton vital, c'est la même force dans ton vital, ça va être une équanimité vitale, comme elle a dit. Et si elle te prend dans le physique, ça va être une immobilité physique. Donc c'est la même chose, le silence, c'est pour le mental, mais c'est l'immobilité pour le physique et c'est l'équanimité pour le vital. Mais en fait, sinon, tu dirais, ah, il y a trois choses différentes à obtenir, un silence, machin. C'est une seule force, conscience, vérité, qui, quand elle est dans ton corps, ça a pour résultat l'immobilité. Quand elle est dans ton mental, elle a un résultat le silence. Et quand elle est dans ton vital, c'est l'équanimité. Ça veut dire, fais ta joie trop profonde pour l'émotion. Sri Aurobindo disait dans Savitri. Ouais, ben, je trouve que tu résumes bien tout le processus en fait. D'ailleurs, ça fait une bonne fin d'ailleurs. Et c'est très important. Pourquoi que le corps aussi? Parce qu'inversement, sinon ce serait le mental qui dit mais jamais, 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 jamais. Et tu vois, ça serait sa façon de reporter indéfiniment que les gens puissent avoir l'expérience qui est la plus urgente, c'est-à-dire avoir cette vibration dans le corps pour que le travail évolutif de Shromindo, ça ne soit pas en vain. C'est pas tout recommencer. S'il y a une descente en 1956, c'est pas pour tout recommencer de à zéro. C'est un peu la chose importante que tu dis, justement, c'est quand tu lis Mère et Shrobindo et Satprem, tu dis, waouh, c'est des gens exceptionnels. Mère et Shrobindo, on dit que c'est des avatars. Tu te dis, toi, tu regardes d'un seul coup, tu te regardes toi, tu dis, bon, j'arriverai jamais à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc, si tu lis la chose de cette manière-là, tu te dis, ben, on ne pourra jamais faire la transformation alors. Mm. Alors que c'est pas ça le processus. C'est que le chemin qu'ils ont fait n'est plus le chemin que nous devons faire. Non. Euh, je dis pas que c'est plus facile, je dis pas que c'est facile du tout même. Mm. Mais par contre, c'est possible. C'est évidemment et heureusement possible. À cette preuve, il avait posé la question à Mère dans l'agenda. Il avait dit, Mère, est-ce que tu crois que tous les gens qui voudront se lancer dans ce travail évolutif comme tu fais sur ton corps ou que Shromindo a fait, ils devront passer par aussi cette masse de souffrance à vivre, s'attendre à vivre dans les souffrances et tout ça, n'est pas du tout. Elle disait, si Shromindo a fait ce travail et je suis en train de faire ce travail, c'est pour que ceux qui sont dans une sincérité parfaite, qui sont capables d'une sincérité parfaite, pour eux, ce sera fait automatiquement. Ça, c'est écrit mot pour mot dans l'agenda. Ouais. Pourtant, Satprem, quand il a commencé les carnets d'Apocalypse, ce qu'il en ressort, c'est il a beaucoup souffert, le corps, c'était très, très dur et tout. Mais est-ce qu'il a vraiment souffert, comme on l'entend? Parce que la souffrance psychologique, elle n'est plus là, ni mentale. Donc, c'est ce que le corps, c'est purement physique dans la matière. Donc, tu pars en enfer, ce qui est soi-disant l'enfer. Physiquement, tu traverses comme il traverse. Alors que Mère avait dit non. Mais je pense que quand elle disait inclus pour ceux qui après, c'est après le travail que ça te prenne à faire aussi. C'est-à-dire que Mère
et ça prend qu'on finit qu'on conclut le travail, il a fini ce travail qui fait qu'après non. Mais oui, eux, ils étaient encore des 3 pionniers. Il fait partie des pionniers. Dans les pionniers, ils font ce travail au même titre. Et quand elle lui a dit, elle est encore dans l'agenda. Mais ça veut dire que toi aussi, ça sera aussi machin. Il parlait pas forcément pour lui, il parlait pour les gens. Lui, il était prêt à subir tout ce qu'il fallait. Bien sûr, Mais non, je suis assez c'est d'accord avec. après les carnets, c'est après les carnets que oui, on passe, c'est pas la peine de repasser. Alors, c'est là justement l'inverse, c'est-à-dire que c'est possible dans le corps, parce que sinon, on aura dit, c'est pas possible dans le corps. L'inverse aussi, qui est faux. Donc, il est faux de dire oh, je suis déjà dans l'expérience du corps et des cellules, tout comme il est faux de dire ça peut pas être, on peut pas être dans l'expérience du corps. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien ta manière de dire la chose parce que c'est pas aller dans l'extrême en disant ouais tout est super facile, j'y vais et ou dans l'autre. Non non, c'est impossible. Non non, c'est possible, mais il faut faire le chemin. Enfin, il y a quand même le chemin à faire malgré tout. Ben oui, Et bien le sûr, chemin en lui-même, bah, il prend du temps. Il faut vraiment être dans cette sincérité totale et dans ce surrender total un et besoin. cheminer. Ouais. Ça, faut ça, Voilà. besoin. Et en fait, tu sais, je me suis rendu compte hein, d'une chose dernièrement. Il n'y a même pas de question à se poser, en fait. Il n'y a pas de se dire: «Je suis en train de faire la transformation et blablabla». Non, Il y a juste à faire la chose qu'on nous demande de faire et la mère fera la transformation à travers nous, en tant qu'individus sincères et complètement offerts à elle. Et parce que, tu sais, dans la synthèse des yogas, j'ai vraiment aimé ce passage où Sri Aurobindo dit: «À un moment donné, on n'a plus de désir, mais on n'a plus non plus, d'attente de résultats de quoi que ce soit». mmh, Et quand on commence à faire sa vie de cette manière-là, il n'y a pas de question à se poser, de savoir où on en est, ce qu'on est en train de faire, de comprendre. Ça vient la compréhension, mais c'est pas le but. Il n'y a pas de but de ce genre-là. S'il mmh. voit un seul but qui reste, c'est de m'offrir, m'offrir, m'offrir encore plus. Parce que plus je m'offre, plus je me transforme, plus la mer me façonne pour la suite de l'évolution. Et Oui, même ça, oui, petit à petit, je vois que ce désir de m'offrir, il est en train de même tomber celui-là. Pour juste s'offrir tout court et pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. oui, ton désir, ça devient un besoin déjà et d'une. Et après, tu as pas besoin de te dire: «Oh, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin». Tu es comme Satprem, il disait: «Tu deviens toi-même le besoin». Tu es un besoin. Quand Satprem, il posait la question, il a répondu: «Je suis un besoin d'autre chose». Ouais, en OK? fait, tu deviens une aspiration permanente, quoi. Bah, c'est le divin qui aspire à travers toi, non? C'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut arriver à la fin du questionnement, c'est pas possible. Le questionnement, de toute façon, il n'y a pas de questionnement, si c'est questionnement, c'est encore le mental. C'est forcément le questionnement. Même si c'est il atteint sa limite, de sa capacité, la paroi de verre, on pourrait dire, bah, le plafond, questionnement, non. Questionnement, mais c'est une fissure par laquelle le doute peut s'insinuer et ainsi de suite. Donc C'est en fait, ça. c'est pas une question de transformation, c'est pas une question de, c'est c'est une acceptation totale. Et puis, Mère, elle disait, adieu va, j'embarque dans l'aventure, et puis advienne que pourra. Ouais et puis moi, je dis souvent: «Que ta volonté soit faite» et puis Mais oui, voilà. Après, ça se formule de plus en plus, voilà, c'est tout. Ça se formule plus même à la fin, mais et puis il faut pas être trop dur avec soi-même dans le sens où faut savoir que la nature humaine est imparfaite, mais la différence, c'est qu'on déjà on le sait, et on sait qu'il y a une nature humaine, on sait qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit offrir cette nature humaine imparfaite au divin. J'ai une deuxième chose. Et puis qu'on sait qu'on ne peut rien faire, on peut pas faire, on peut faire juste un stade de l'effort jusqu'à un certain point, mais qu'on ne peut pas aller plus loin après, que c'est notre force qui peut faire le travail pour nous. Donc, tu vois, il suffit juste de savoir ça. moi, je trouve que c'est un bon mot de la fin ça, tu vois? Mais en tout C'était- cas, je te remercie vraiment infiniment, Diksha. C'était, Merci, Manuel, c'est cool.